Merci. Ah, c'est déjà parti. Oh là là, c'est rapide. Oh. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être ici, merci pour l'invitation. On m'a donné 1h30, c'est bien 1h30, mais c'est très 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 court pour couvrir ce que j'ai à couvrir, il faudrait une semaine. Non, en fait, il faudrait que je parle non-stop jusqu'à la session 5 qui est en octobre. Ah, tu peux essayer, hein. Et on aurait peut-être commencé à couvrir sérieusement le sujet. Alors, écoutez, oui, déjà, ça dépasse, mais tu l'as dit, hein, les limites planétaires, ça dépasse largement le climat, malgré le nom de la CEC. On est sur des enjeux qui sont encore beaucoup plus vastes que ça. Et vous allez voir comment ces différents enjeux s'enchassent les uns dans les autres et pourquoi c'est extrêmement important de bien le saisir pour ensuite imaginer ce qu'on peut faire face à ces enjeux. Il y a dans ma présentation, en préambule, plusieurs choses que je voulais vous dire. La première chose, c'est qu'il y a deux grandes parties. Ce n'est pas que, même si on est dans la session constat, ce n'est pas que du constat, hein. Donc justement, ma première partie, c'est du constat. La deuxième partie, c'est bon, ben on fait quoi maintenant? Et je ne dis pas que je couvre tout et que j'ai toutes les réponses. Et puis surtout, je ne pourrais pas tout développer dans le temps qui m'est imparti. Néanmoins, il y a quelques clés que je voulais partager avec vous qui sont importantes selon moi. La première partie, il faut être clair. C'est un mauvais moment à passer. C'est même pour la plupart de ceux qui connaissent un certain nombre de choses sur les sujets dont je vais parler, même pour vous, c'est chaud. Donc s'il vous plaît, restez jusqu'au bout. Si vous pensez que vous n'allez pas pouvoir rester jusqu'à la fin, mais je pense que ce n'est pas le cas, je pense que tout le monde ici est... Mais ce que je dis des fois, c'est si vous pensez que vous ne pourrez pas rester jusqu'à la fin, partez tout de suite. Parce que assister à la première partie de l'exposé et pas à la seconde, c'est une catastrophe psychologique pour vous, et puis c'est contre-productif. Donc dans la deuxième partie, on verra ce qu'on peut faire. Mais entre les deux, entre comprendre le problème et puis derrière envisager ce qu'on peut faire, il y a aussi une sous-partie qui est dans la première partie. Pour moi, ça fait partie du constat. Il y a le constat du problème, et il y a le constat aussi de l'inefficacité ou de l'absence de pertinence d'un certain nombre de solutions, en tout cas de choses qui nous sont présentées comme telles. C'est important de déconstruire également donc, certaines solutions qui n'en sont pas ou plus. Alors on va passer un petit peu là-dessus. Alors je dirais également que ce format pour moi est un petit peu particulier aujourd'hui, puisque comme je sais que vous allez avoir dans les jours qui viennent, déjà demain et après, vous allez avoir des experts qui vont venir vous parler d'un certain nombre de choses, de l'eau, du climat, de l'énergie. Je ne vais pas développer comme je développe parfois sur ces sujets. Donc je vais aller hyper vite et je vais survoler. Ça va peut-être vous paraître un petit peu... un petit peu insuffisant, même très très insuffisant. C'est normal puisqu'il y en a d'autres qui passent après moi et j'espère qu'ils vont dire les choses très très bien, mais j'en doute pas vu le pédigré des gens qui passent. Donc voilà, je ne développerai pas plus que ça, je vais simplement évoquer un certain nombre d'enjeux et ensuite je vais faire appel à la systémique pour vous proposer un regard qui est un regard qui amène à une conclusion qui est un petit peu difficile à entendre. La conclusion importante, c'est que non, nous n'avons toujours pas compris les enjeux. Non. Certains disent, bah si, les enjeux c'est bon, maintenant ils sont compris. Non. On a compris qu'il y avait des problèmes graves. On a compris qu'il y avait des enjeux et on a compris qu'il y avait des défis à relever. Ok, d'accord. On a compris qu'il y allait y avoir, c'est déjà le cas d'ailleurs, des crises. Ok. On n'a pas compris, selon moi, la nature même des enjeux. Et on n'a pas compris, selon moi, la nature même des solutions qu'il faut mettre en place. Alors, je vous en convaincrai ou pas. En tout cas, ça fait partie de mon développement. Dernière chose que je vais dire avant de me lancer. Non, avant-dernière chose. Encore deux choses. Tout d'abord, je vais faire appel à un certain nombre d'études qui existent pour étayer mon point de vue. Je considère que ce n'est pas parce que quelqu'un va chercher dans la littérature scientifique des exemples, des publications, que le raisonnement est scientifique. On peut à peu près, on peut étayer à peu près n'importe quel point de vue idéologique en allant chercher quelques références dans la science, parce qu'il y a plein de choses qui disent un peu ce qu'on veut. Donc, ce que moi je vais faire ce soir, et vous pourrez aller vérifier si jamais vous le souhaitez, c'est que je vais uniquement faire appel à quelques références qui sont des références vraiment majeures dans les différents domaines que je vais évoquer, qui sont des références qui font pas débat. Voilà. Dernière chose que je veux vous dire. Je ne suis pas ici pour... et je pense que la CEC, c'est un petit peu ça. Excusez-moi, je bois un coup. Je ne suis pas ici pour vous expliquer des choses. Je ne suis pas ici pour vous faire passer des informations. Je ne suis pas ici pour vous proposer des choses. Je suis ici pour ça. Voilà.
Je pense que c'est l'idée générale. Ça a été bien assez exposé, mais moi aussi, c'est mon idée. Et moi aussi, CEC ou pas CEC, c'est ce que j'essaye de faire. Faire comprendre aux gens qu'il faut se réveiller. Vraiment. Sérieusement. Et vite. Il faut se réveiller vite parce que ce qui est en train de se jouer dans les prochaines décennies, quand je dis dans les prochaines décennies, ce n'est pas 50 ans, c'est 20, 30 ans. C'est l'habitabilité de la planète Terre. Pour plus tard, mais ça se joue maintenant. C'est un enjeu qui est tellement grand qu'évidemment on a du mal à se le représenter, et donc forcément, on ne sait pas trop comment s'y prendre face à ça. Et il y a tout un tas de bonnes raisons, toujours, pour dire qu'on ne va pas agir ou pas complètement, ou alors on va se contenter de faire mieux. Non, c'est fini. L'époque où il faisait... Déjà, une chose, quand vous dites « on fait mieux », souvent, la plupart du temps, ce n'est pas vrai. Vous faites moins mal. Aujourd'hui, de façon systémique, la seule chose qu'on est capable de faire, c'est moins mal. Eh bien, cette époque-là, du moins mal, c'est fini. Là, maintenant, il va falloir radicalement changer ce qu'on fait, et il va falloir, pour être tout à fait clair, transférer un certain nombre de nos activités vers d'autres activités. Il y a des choses qu'il faut arrêter, et des choses qu'il faut développer. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer. C'est un mot qu'on a du mal à utiliser, un concept qui n'est pas très populaire, et pourtant. On va parler de ces choses-là, mais il faut vraiment se réveiller maintenant. Donc, allons-y. Je vais vous parler d'une problématique qui est systémique, dont les incidences frappent tout ce qu'on appelle le système Terre, dans toutes ses dimensions. Alors, c'est quoi le système Terre ? Déjà, c'est la lithosphère. La lithosphère, c'est la couche externe du manteau terrestre, et on en tire un certain nombre de choses dont nos sociétés modernes ont besoin pour fonctionner. Notamment du pétrole. Nos sociétés n'ont pas simplement besoin de pétrole pour fonctionner, elles ont besoin de pétrole abondant, un flux fiable, il ne s'agit pas qu'il y en ait beaucoup le mardi, puis rien après le jeudi et le vendredi, un flux important, fiable, de pétrole bon marché. S'il n'est pas bon marché, alors c'est quasiment l'intégralité des business models, des entreprises et des États qui s'effondrent. Tout est basé aujourd'hui dans les sociétés modernes sur le pétrole abondant et bon marché. Alors attention, il ne faut pas qu'il soit trop bon marché non plus, sinon l'industrie n'est plus rentable et elle finit par se casser la gueule. Donc, vous voyez, c'est un équilibre très, très bizarre. Un équilibre qu'un pays comme la France ne maîtrise en aucun cas. C'est un équilibre à la fois géologique, les réserves, à la fois technico-industriel, à la fois le prix, les marchés, à la fois politique, géostratégique. Et pour un pays qui ne fait quasiment qu'importer cette ressource, et qui en dépend intégralement pour tout, c'est un véritable enjeu. Les grandes découvertes de pétrole, c'était il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, on est descendu, à un taux de renouvellement, de remplacement du pétrole conventionnel de 16%. Alors je me suis arrêté en 2019, parce qu'après, avec la crise, c'est un peu n'importe quoi, les statistiques. On reprendra en 2022. Je n'ai pas encore les données. Mais globalement, en 2019, on était descendu à un taux de remplacement de 16%. Ça veut dire que pour chaque baril qu'on trouve, on en consomme 6. Alors, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que nous allons, effectivement, manquer de pétrole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, ça veut dire qu'il n'y en aura pas assez pour fournir le flux. Ce n'est pas une question de stock. En stock, il y en a trop. Si on devait tout récupérer et trop brûler, ne serait-ce que pour la question climatique, c'est trop. Mais en termes de flux, on n'aura pas suffisamment, assez rapidement, en fait, d'ici 2025-26, on n'aura pas assez pour répondre à la demande mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'Agence internationale de l'énergie, c'est Reichstadt et un certain nombre d'experts, c'est Patrick Pouyanné lui-même et sa directrice de la Pouyanné, hein, c'est Total Energy, le PDG, et puis voilà. Donc nous avons ici, concrètement, effectivement, un petit problème de flux sur le pétrole bon marché. Il ne s'agit pas du peak oil, comme on en entend parler souvent, à savoir il n'y aura plus de pétrole. Non, mais du pétrole, il y en aura toujours, il y en aura trop, en fait. La question, on pourrait se dire, du coup, c'est pas mal, finalement, qu'il y en ait moins, puisque ça va dans le sens du climat. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, finalement, si on... Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Non, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle si on ne se désaccoutume pas du pétrole. Or, on n'est pas en train de se désaccoutumer du pétrole. Donc, il faudrait effectivement faire en sorte que nos sociétés apprennent à fonctionner sans. Et je vous le dis tout de suite, ça ne va pas être une mince affaire, parce que les caractéristiques du pétrole sont absolument uniques en termes de stabilité, en termes de densité énergétique, en termes de sûreté, etc. Donc, globalement, on ne peut pas remplacer du pétrole par des renouvelables. On peut remplacer certaines choses, mais... Je continue. Dans la lithosphère, on va également chercher des minerais. On a besoin de pas mal de minerais pour plein de choses. Bon, aujourd'hui, voilà où on en est. 2022, il y a bientôt un an,
au World Materials Forum qui s'était réuni en France, on avait les experts mondiaux des matériaux qui nous disent que déjà, il y a une alerte rouge à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. Alors, concrètement, nous avons aujourd'hui, au niveau mondial, un problème de climat, et la plupart des gens disent que la solution à ce problème de climat, ça va être une certaine transition énergétique, qui est surtout conçue comme on va électrifier un certain nombre d'usages, on va produire différemment l'électricité, ou l'énergie, on va dire, mais c'est surtout de l'électricité, on va la stocker, et puis voilà, on va se mouvoir également, et transporter les choses différemment. Bon, d'accord. Mais tout ça, toutes ces solutions techniques-là, demandent énormément de métaux. Je préférais avoir, si c'est possible, le timer, désolé, pour avoir... c'est gentil. On va avoir besoin d'énormément de métaux. Donc, je ne rentre pas dans les détails, je pense qu'il y en a d'autres après moi qui vont expliquer exactement à quel point on va être dépendant de certains métaux. Et donc je vais simplement, par la suite, vous dire que il ne va pas y en avoir totalement assez. Et même ce pourquoi il va y en avoir assez, ça va encore être une question de flux. Le flux ne va pas être suffisant, on ne va pas en avoir assez à court terme ou à moyen terme, dans les 20 prochaines années, pour faire cette transition énergétique. Ça ne va pas boucler, l'équation ne boucle pas. Donc, c'est quoi le plan B ? Je ne suis pas en train de faire le jeu ici de l'industrie pétrolière, en disant ça ne va pas boucler, donc il ne faut pas la faire. Donc... Non. Il faut faire une transition énergétique. Et il faut sortir des fossiles le plus vite possible. Mais on ne sait pas faire, en fait. On ne sait pas faire. Alors on sait faire sur certaines choses, dans certains pays, sous certaines conditions. Évidemment, vous savez sans doute, enfin peut-être, qu'il y a un certain nombre de pays qui ont réussi à découpler. C'est-à-dire d'un côté, découpler l'économie et l'énergie, et les gaz à effet de serre. D'un côté, on a un PIB qui croît, de l'autre côté, ils ont réussi à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Depuis une vingtaine d'années, certains pays ont réussi. Et donc certains disent, ben voilà, on est capable de le faire. On continue à avoir une croissance économique positive, et pourtant les émissions baissent. Croissance verte, on y est, on sait faire. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à généraliser ça à l'ensemble de la planète. Ah oui, parce que c'est un problème planétaire, on n'a qu'une seule atmosphère. Mais ce n'est pas possible, ça. Parce qu'il faut regarder quels sont les pays qui ont réussi à faire ça. Les pays qui ont réussi à faire ça, ce sont des pays très particuliers, par exemple la Norvège, qui a beaucoup d'hydroélectricité. Bon, on peut difficilement reproduire le cas norvégien au Qatar. Et à côté de ça, ce sont des pays riches qui ont massivement investi dans des activités économiques à haute valeur ajoutée en termes de production de PIB, surtout des activités tertiaires, parce que nous utilisons pour ces activités tertiaires tout un tas de choses, même dans les infrastructures, même pour aller au boulot, la voiture, l'ordinateur, etc., qui sont fabriqués massivement ailleurs, dans des pays très fortement industrialisés qui ne pourront, eux, jamais découpler. Jamais. Bon, je pourrais développer d'autres choses, mais ce que je vous dis, c'est que ce gargarisé de triomphalisme, sous prétexte que certains pays ont réussi ce découplage-là, disant que c'est gagné pour le reste du monde, c'est faux. Maintenant qu'on me prouve le contraire, je ne peux pas, moi, prouver ce que je dis. Juste qu'il y a un faisceau de conviction, un faisceau qui me pousse, et je ne suis pas le seul, à penser que non, ça ne va pas pouvoir le faire au niveau mondial. Voilà, on est à l'orée, on vient juste de commencer finalement cette transition énergétique, et déjà, on est quasiment en manque de cuivre, non pas parce qu'il n'y en a plus, mais parce que pour aller le chercher, il faut par exemple énormément d'eau, et par exemple au Chili, qui a à peu près un quart des réserves connues de cuivre, eh bien, il manque déjà de l'eau, il y a une guerre de l'eau qui est en train de se préparer. Bon, il y a plein d'autres raisons. Ce n'est pas forcément géologique, vous voyez, ce n'est pas combien il y en a dans le sol. Donc, on est face à des déconvenus. On est face à une réalisation dans les prochaines années, dans les prochaines 10 années, que, merde, le plan A sur lequel on avait misé l'avenir du monde, il ne fonctionne pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se leurrer. Il faut y aller bien, il faut surtout bien se souvenir que la transition énergétique, c'est 3 choses. C'est des renouvelables, oui, d'accord. C'est de l'efficacité énergétique via l'innovation, oui, mais c'est aussi de la sobriété. Et contrairement à ce que raconte notre gouvernement et notre président, et plein d'autres gens, non, on ne peut pas dire la chose suivante, 2 points ouvrez les guillemets, il faut de la sobriété, mais ce n'est pas par la décroissance que nous obtiendrons la sobriété, c'est par l'innovation. Non, cette phrase n'a aucun sens. Voilà. L'innovation, c'est pour travailler sur l'efficacité énergétique, comment on produit la même chose avec moins d'énergie. Ça, on améliore d'année en année, pas assez vite, mais on améliore. Et puis, il y a la sobriété, qui est bel et bien comment on revoit nos besoins à la baisse. Et forcément, c'est une forme ou une autre de décroissance. Donc dire sobriété, mais pas décroissance, cette phrase n'a aucun sens. Donc il ne faut pas oublier cette 3e dimension de sobriété, sauf qu'elle implique des choses que notre système n'est pas capable d'encaisser puisqu'il est construit pour de la croissance. On va voir les enjeux derrière. Bon, alors, est-ce que ce sont des enjeux d'énergie, des enjeux de matières premières ? Les deux.
Les deux parce que les minerais sont de moins en moins concentrés, donc il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher, mais comme l'énergie est de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de minerais pour la produire. Et l'un multiplié par l'autre, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, autrement dit un emballement du système, autrement dit on va atteindre des limites et on va les atteindre beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Voilà ce qui va se passer. La deuxième dimension du système Terre, c'est l'hydrosphère, l'ensemble des eaux de la planète, les eaux de surface, les eaux de profondeur, les eaux dans le ciel. C'est à peu près tout. L'hydrosphère, elle va mal, elle est polluée, pollution chimique, pollution physique, notamment beaucoup de plastique, bien sûr. Ici, on est aux Philippines. Ça va être des pollutions qui touchent les animaux aussi, sur terre ou en mer, pas que nous. Et c'est des pollutions qui nous touchent à l'intérieur même de nos corps, puisqu'une étude de 2019 a évalué que dans un pays comme la France, on ingérait chacun, sans le savoir, à peu près 5 grammes de plastique par semaine, sous forme de micro et nanoplastiques. C'est l'équivalent d'une carte bancaire, disent-ils. Donc, on avale une cinquantaine de cartes bancaires par an, chacun, sans le savoir. L'hydrosphère s'acidifie. On le voit notamment pour les corails, pour les barrières de corail, qui vont disparaître. Les experts nous disent que si on atteint un réchauffement de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est minimum 99% des coraux qui vont disparaître. Nul ne sait ce que ça va engendrer sur la chaîne alimentaire océanique. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près 25% de la vie océanique a besoin de la barrière de corail pour se reproduire ou pour vivre. Donc ça, et puis, sans compter les centaines de millions de personnes qui en dépendent également, qui en vivent pour le tourisme ou pour l'alimentation. Nous avons une hydrosphère également qui se réchauffe. Voilà. Il faut savoir que 93% du réchauffement additionnel piégé dans la Terre, dans le système Terre, va à l'océan. Nous avons un rythme d'augmentation du niveau de la mer qui accélère. Nous avons également des phénomènes de salinisation des nappes phréatiques qui, en surface, donnent ça. Ce monsieur était un agriculteur au Bangladesh. Voilà, quelques années plus tard, ça s'est salinisé par en dessous. Nous avons des phénomènes d'assèchement, par exemple la Loire, ici. L'été dernier, en juin dernier, nous avons enfin des phénomènes de ce qu'on appelle désoxygénation, plus d'oxygène ou moins d'oxygène, avec des écosystèmes entiers qui s'asphyxient et qui disparaissent. Et les points rouges, là, sur les zones côtières, il y a une forte corrélation entre cette désoxygénation et la présence dans les terres d'une agriculture intensive. La troisième dimension du système Terre, c'est la cryosphère, qui est en réalité une sous-partie de l'hydrosphère, parce que c'est de l'eau, mais c'est l'eau sous forme solide, c'est les glaciers, c'est les inland seas, c'est les banquises, et le pergélisol, le sol gelé des hautes latitudes, c'est aussi le whisky on the rocks. Et ça fond, un rapport de 2019 du GIEC conclut même que ça fond beaucoup plus rapidement que ce que les modèles sont capables de simuler aujourd'hui. Nous avons ensuite l'atmosphère, bon, vous savez ce que c'est. Et l'atmosphère également, pareil, après moi d'autres en parleront, plus en profondeur et sans doute mieux, mais globalement, nous ne sommes plus du tout dans un cycle. Il y a eu un cycle naturel avec des hauts et des bas de la concentration atmosphérique en CO2. Là, c'est les carottages glaciaires en Antarctique qui permettent de reconstituer sur environ 800 000 ans. Et on sait que la courbe de température, elle suit de très près cette courbe-là. L'une entraîne l'autre et l'autre entraîne l'une. On a donc des hauts et des bas qui sont des aires glaciaires et des périodes interglaciaires sur 800 000 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 420 parties par million en concentration. C'est plus du tout dans la variabilité naturelle. En termes de température de surface mondiale moyenne, pas depuis 800 000 ans, là, juste depuis 2000 ans, là c'est Jésus, là c'est vous. On n'est pas dans un cycle. Voilà. Je souligne bien ça parce qu'on entend encore dire ça. Oui, mais c'est un cycle naturel. Non, ça c'est fini. On n'est plus du tout dans un cycle. Alors on peut se poser cette question. Finalement, elle est légitime, cette question. Mais vous connaissez tous la réponse. Hein. Et vous allez vous-même la donner. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que, depuis 20 ans, la manière dont les gens vivent dans nos sociétés-là a profondément changé? Est-ce que nos modes de vie ont profondément été remis en question? Non, je ne crois pas, moi. Certains, il y en a quelques-uns qui ont changé de mode de vie, mais globalement, non. Bon, ben voilà. Parce qu'on n'arrivera pas, sans une modification en profondeur de nos modes de vie, à résoudre l'enjeu climatique et les autres. Et si on regarde aujourd'hui l'évaluation la plus poussée qui existe, elle est bien plus poussée encore que celle du gouvernement, c'est celle qui a été faite par Carbone 4, de l'empreinte carbone d'un Français, en moyenne c'est 9,9 tonnes équivalent CO2 par an et par personne. Voilà. Donc c'est essentiellement la voiture, le chauffage de la maison et la viande. Et donc, si on veut respecter l'accord de Paris, qui est très insuffisant, hein, puisqu'il nous amène au-delà de 3 degrés à la fin du siècle. Si on veut respecter l'accord de Paris, il faut que dans les 27 prochaines années, nous soyons passés de 9,9 à 2, en moyenne, chacun.
allez-y, dites-moi comment on fait. Hein. Je ne pense pas qu'en covoiturant un petit peu, en mangeant un petit peu moins de viande et en prenant un peu moins l'avion, ça va le faire. Et je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire ça. Parce que là, on n'en est plus à choisir les options. Certes, on peut les hiérarchiser, mais on n'est plus à choisir les options. Là, c'est tout sur le pont et c'est tout, on prend tout. Là, il faut sauver tout ce qu'on peut sauver. Donc il faudrait effectivement arrêter tout ce que je viens de dire ou diminuer fortement, mais même ça, ça ne suffira pas. Passer de la première à la deuxième ligne, c'est un changement de civilisation, mesdames et messieurs. Passer de la première à la deuxième ligne, c'est... On n'a pas ce qu'on veut quand on veut. On n'a pas tout le temps les magasins pleins. On ne peut pas se balader à l'autre bout du monde quand on veut sur un coup de tête. On ne peut pas allumer quand on veut, appuyer quand on veut sur l'interrupteur, avoir de la lumière. On ne peut pas allumer le robinet et avoir de l'eau potable quand on veut. Non. On peut avoir peut-être un ou deux trucs, mais pas les autres du coup. Les arbitrages qu'il faut faire pour passer de la première à la deuxième ligne, c'est pas juste en rognant un petit peu sur le superflu qu'on y va y arriver. Il va falloir rogner fortement dans l'essentiel. Pas gagné, hein? Ensuite, vous avez la biosphère, l'ensemble du vivant. Alors là, je pourrais vous sortir une ribambelle d'études. Celle-ci, donc c'est tout ce qui vit, hein, la biosphère. Celle-ci est intéressante parce qu'ils ont reconstitué les populations, enfin ils ont fait un suivi de presque 32 000 populations de vertébrés sur les 5 continents depuis 1970. On observait des taux de déclin de ces populations de vertébrés absolument partout, plus ou moins selon les endroits, quelques exceptions locales de réintroduction d'espèces qui ont réussi, mais globalement, des taux de déclin observés partout. La moyenne de ces taux de déclin sur 48 ans, c'est 69%. Et je me retrouve face à vous, en train de dire une phrase qui est une phrase que j'imaginais encore il y a 10 ans pas prononcer un jour dans ma vie, qui est la phrase suivante. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Voilà. C'est factuel. C'est, même si on n'a qu'un échantillon de données, hein, on ne peut pas surveiller tout, l'échantillon montre que partout c'est le cas, plus ou moins, mais c'est le cas. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Fun fact, nous en faisons partie. Le printemps... Bon, je ne vais pas lire ça. Disons qu'il y a 2 études du MNHN publiées en 2018 qui ont conclu que à peu près un tiers des oiseaux de campagne en France avaient disparu en 15 ans. D'après cette étude allemande, plus de 75% de la biomasse d'insectes volants en Europe du Nord a disparu en 27 ans. Si on regarde aujourd'hui où on en est sur les mammifères, au niveau de la planète, mammifères terrestres et marins, on évalue qu'à peu près 62% de la biomasse des mammifères, c'est les animaux d'élevage, 34% c'est les hommes, il reste 4% de faune sauvage. Voilà où on en est. Et la 6e et la dernière dimension du système Terre, c'est la pédosphère, c'est pas ce que vous pensez. Ce sont les sols. Et les sols, nous disent les experts des sols, sont en très mauvais état, 75% dégradés par les activités humaines, 33% extrêmement dégradés. Donc là, nous avons, jusqu'à présent, simplement un état des lieux assez objectif, assez neutre du système Terre. Et au milieu de tout ça, il y a l'anthroposphère. L'anthroposphère, c'est la sphère des activités humaines. C'est à la fois ce qu'on construit ou ce qu'on a construit, hein, donc dans le passé ou actuellement. C'est les produits, les objets, c'est les déchets, et puis c'est nous. Et l'anthroposphère, elle fait boum. Et les activités humaines, elles font boum. Donc cette étude très intéressante qui s'appelle The Great Acceleration en anglais, publiée en 2015. Ici, à gauche, on a les activités humaines qui font boum, l'usage de l'énergie ici, l'usage des engrais, la production de papier, production d'eau, les transports, les télécoms, etc. Et à droite, les impacts que ça a sur le monde naturel, avec la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre, l'acidification des océans, l'accumulation d'azote dans les zones côtières, je sais pas, la perte de forêt tropicale, etc. Et on en revient à cette deuxième étude qui a déjà été mentionnée, c'est le même schéma, enfin, à peu de choses près. Mais, donc effectivement, les experts du système Terre se sont posé la question dans cette étude qui s'appelle The Planetary Boundaries, publiée en 2009 et remise à jour depuis, la dernière mise à jour date d'il y a moins d'un an. Se sont posé la question, quelles sont les conditions à respecter pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre? Est-ce qu'il n'y aurait pas des limites à ne pas dépasser? Ils en ont identifié 9. Et ensuite, ils ont essayé d'évaluer pour chacune de ces limites où on en était. Et aujourd'hui, les conclusions, c'est que sur les 9, on en a dépassé déjà au moins 6. Pour le climat, pour la biodiversité, pour la manière dont on utilise et on détruit les sols, pour la pollution, pour les cycles du vivant, les cycles biogéochimiques, avec un focus sur les cycles de nutriments que sont le phosphore et l'azote, et pour l'eau douce. Là, ici, on est proche de la limite, c'est l'acidification des océans. Et ici, il y a une autre limite qui a à voir avec les aérosols dans l'atmosphère. On ne sait pas si on l'a dépassé ou pas, parce qu'on n'est pas encore au clair sur la méthode de quantification. Donc voilà, nous avons
ces 9 limites à ne surtout pas dépasser. On en a dépassé déjà 6. On considère, bon, il y a certaines de ces limites qui sont découpées en des sous-limites. On considère que quand on en a dépassé une, c'est que la limite globale est dépassée. Donc on dit, voilà, il y en a 6 limites qui sont dépassées, une qui est proche et une qui est peut-être déjà dépassée, on ne sait pas. Au final, nous sommes dans une situation où l'empreinte écologique, c'est-à-dire la pression qu'on exerce sur l'environnement, est supérieure à la biocapacité. Globalement, je schématise, c'est la capacité de la Terre à encaisser ce qu'on lui inflige. Et ça, depuis quelques décennies, depuis les années 70. Certains disent que ce serait peut-être plutôt depuis le début des années 80. On s'en fout. Ça fait des décennies qu'on inflige à la planète plus que ce qu'elle ne peut véritablement encaisser. On est en déficit écologique, en dépassement écologique. Les Limits to Growth, publiées en 72, mises à jour début des années 2000, nous disent plein de choses. Je pourrais en parler 3 heures, là, j'ai pas le temps. Donc, je vais vous dire simplement ça. Ça, c'est très intéressant, très important. C'est pas eux, d'ailleurs, qui ont démontré ça. Ils l'ont expliqué d'une manière intéressante, mais ça a été démontré et redémontré dans plein de disciplines différentes. Donc, globalement, ça répond à la question, qu'est-ce qui se passe? Comment un système réagit s'il a une limite? Bon, ça, c'est quelque part, c'est une tautologie. Tout système a une limite. S'il a une limite et si on lui applique une contrainte croissante au cours du temps. Bon, alors, on commence par là. La limite, c'est la biocapacité. Donc là, tout à l'heure, vous aviez une courbe rouge et une courbe verte. C'est les mêmes. La courbe rouge ici, c'est la courbe en trait-plein, et la courbe verte, c'est la courbe en pointillé. Donc, la courbe en trait-plein, c'est la pression qu'on exerce, la courbe en pointillé, c'est la limite. Alors, si la limite, on est capable de la repousser en haut à gauche, on peut aussi repousser, finalement, la pression qu'on exerce. Si ça reste en dessous, c'est pas grave. C'est pas grave, je dis pas que c'est bien. Par exemple, on détruit les écosystèmes, oui. Mais on les détruit moins vite que leur capacité de régénération. Donc, bon, le système tient. Sauf qu'on ne peut pas repousser indéfiniment la limite. Sur une planète finie, c'est pas possible. À un moment, il y a une limite à notre capacité à repousser la limite. Et du coup, on va stagner un petit peu. Bon, alors il faut également que la pression qu'on exerce, elle stagne aussi. Une fois de plus, tant qu'elle reste en dessous, ça va. Et la véritable question, c'est qu'est-ce qui se passe si la courbe en trait-plein dépasse la courbe en pointillé? Et la conclusion, c'est qu'elle va repasser en dessous. Elle ne peut pas rester durablement au-dessus. Il y a typiquement 3 dimensions. Quand je dis que la courbe en trait-plein passe en dessous de la courbe en pointillé, ça veut dire quoi? Ça se joue à 3 niveaux. En amont, ce que l'on prélève. Quand la courbe en trait-plein passe au-dessus de la courbe en pointillé, ça veut dire qu'on prélève plus vite que la capacité de renouvellement des ressources. Alors, ce n'est pas vrai partout pour tout, mais globalement, c'est vrai. Il y a des ressources qui sont non renouvelables, on puise dans les stocks, et puis il y a des ressources qui sont renouvelables, mais si on les exploite à un rythme qui est supérieur à leur taux de renouvellement, ça devient un stock fini qui s'amenuise. C'est ce qu'on est en train de faire en amont. En aval, on génère des déchets et des pollutions. Et la courbe en trait-plein dépasse la courbe en pointillé à partir du moment où on les émet plus vite que la capacité du système à les absorber. Pour ce qui est absorbable, certaines choses ne le sont juste pas. Il y a juste une accumulation toxique. Et puis, entre les deux, on transforme et on détruit la nature. On transforme plus vite que sa capacité d'adaptation, on détruit plus vite que sa capacité de régénération. Voilà ce que ça veut dire quand la courbe en trait-plein passe au-dessus de la courbe en pointillé. Et donc, on ne peut pas durablement prendre plus que ce que le système peut renouveler. On ne peut pas durablement détruire plus vite que sa capacité de régénération. Donc, cette phase où la courbe en trait-plein est au-dessus de la courbe en pointillé n'est qu'une phase transitoire. Et nécessairement, la courbe en trait-plein repasse en dessous. Maintenant, il y a 2 cas de figure. Le cas de figure numéro 1, où elle repasse en dessous vite. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'au moment où les courbes se croisent, la courbe en pointillé, elle commence à décroître, commence à diminuer. La capacité d'endurance du système, elle diminue à mesure qu'on exerce une pression trop forte. Donc si on repasse en dessous vite, à ce moment-là, le système peut se mettre à osciller autour d'une position d'équilibre et ne pas s'effondrer. Mais si on attend trop, si on maintient une empreinte écologique qui est plus grande, alors que pendant ce temps-là, la courbe en pointillé commence à baisser, puis à baisser plus vite, puis à baisser très très vite et finalement à s'effondrer, mais la courbe en trait-plein repassera quand même en dessous de la courbe en pointillé. Sauf que c'est très différent là, parce qu'elle repasse en dessous d'une courbe qui elle-même a chuté. Donc je vous laisse imaginer ce que ça signifie. Si la pression exercée par les activités humaines sur l'environnement s'effondre, ce que ça signifie sur les activités humaines et les sociétés humaines également par proxy. On ne risque pas de trouver les bonnes solutions si on ne s'attaque pas aux bons problèmes, mesdames et messieurs. Alors moi, après tout ce que je viens de vous dire, j'ai quand même envie de vous poser la question, est-ce que là, quand même, là, maintenant, vous commencez un petit peu à comprendre la problématique? Oui ou non? Oui? Moi, j'aime bien ce petit moment. Alors, oui ou non? Le camp du oui, levez la main. Le camp dit non?
Ouais, le camp du oui est quand même vachement plus présent. Hein. C'était un piège. Pour moi, on n'a rien compris. Pour moi, quand on a fait tout ça, on a fait du pluridisciplinaire, on a regardé ce qui allait mal à différents niveaux, on a fait appel au climat, on a fait appel aux ressources, on a fait appel à l'énergie, on a fait appel à l'eau, on a fait appel à la biodiversité, on a fait appel à tout un tas de choses. Et on n'a rien compris. Parce qu'on n'a pas intégré une réflexion systémique. On ne fait que du pluridisciplinaire, et le pluridisciplinaire et la systémique, ça n'a rien à voir. La différence entre les deux, ce n'est pas un petit plus. Ça change radicalement la nature même des conclusions, à la fois sur le problème et sur les éventuelles réponses à apporter à ce problème. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je ne vais pas faire que vous l'asséner, j'essaie de le démontrer, entre guillemets. Prenons le changement climatique. Moi, je vous dis que ce n'est pas un mal au sens de maladie, je vous dis que c'est juste un symptôme. Un symptôme du véritable problème, qui est donc ce dépassement des limites planétaires. Le problème, c'est un petit glitch d'affichage, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que notre civilisation est une machine qui transforme la nature en déchets. Voilà ce que c'est. On prélève trop en amont, on détruit. Ensuite, on transforme ce qu'on a extrait avec de l'énergie en biens, en services, en infrastructures, en des sociétés humaines, quoi. Et ensuite, en aval, on génère des déchets et des pollutions. Et on fait tout ça trop vite. Les déchets et les pollutions sont de trois natures, solides, liquides, gazeuses. Parmi les gaz, il y a une catégorie de gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre qui détraquent le climat. Le climat est une des multiples conséquences de ça. C'est un des multiples symptômes de ça. C'est pas le mal, c'est le symptôme. Et pourquoi c'est important de bien faire la différence entre le mal et le symptôme? Bizarre. Je ne fais pas ça habituellement. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais utiliser une métaphore qui ne fait pas plaisir, mais au point où on en est, c'est pas très grave, et qu'elle mérite d'être claire. Imaginez que vous ayez des maux de crâne récurrents, imaginez que vous ayez des problèmes dermatologiques, imaginez que vous ayez des problèmes de transit intestinal. Si vous prenez ces différentes choses comme des problèmes, j'ai une excellente nouvelle, il y a des solutions. Ça s'appelle du paracétamol, ça s'appelle de la pommade, ça s'appelle de la tisane. Et vous pouvez traiter vos différents symptômes en prenant tout ça tous les jours. Ce sont des petits ajustements qui n'impliquent évidemment absolument pas que vous ayez besoin de changer de mode de vie. Vous pouvez continuer de vivre tout à fait normalement. Mais si ces différentes choses ne sont pas des problèmes, mais seulement les symptômes, des différents symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, est-ce que vous allez guérir votre cancer en prenant du paracétamol, en vous badigeonnant de pommade? Il faut comprendre que la réponse à apporter à un problème systémique n'a strictement rien à voir, et je dis bien rien à voir, avec la somme des traitements aux différents symptômes. On ne guérit pas un cancer généralisé avec paracétamol plus pommade plus tisane. Il faut une thérapie de choc. Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui dans le monde, si vous voulez, il y a des gens qui travaillent sur les enjeux de lithosphère, l'accès à ce qui est dans la lithosphère, les ressources, l'énergie, tout ça. Il y a des gens qui travaillent sur les problèmes d'hydrosphère. Bon, très bien, sur l'eau, sur l'accès à l'eau, l'eau potable, etc., le stress hydrique et toutes ces choses-là auxquelles on va être confronté très vite. Les problèmes des gens qui travaillent sur la fonte des glaces, avec des grands enjeux. Pour nous, c'est peut-être un peu lointain, mais au pôle Nord, au sud de l'Himalaya, pas qu'au sud d'ailleurs, au pied de l'Himalaya, ce sont de vrais enjeux. Il y a des gens qui travaillent sur les problèmes d'atmosphère. Ce n'est pas que le changement climatique, c'est aussi la pollution atmosphérique, par exemple. Il y a des gens qui travaillent sur la biosphère. Heureusement qu'il y a des gens qui travaillent sur préserver telle ou telle espèce, préserver tel ou tel écosystème, les forêts, les mangroves, les barrières de corail et que sais-je. Heureusement. Et puis, il y a des gens qui travaillent sur les problèmes de sol, et notamment l'agriculture. Et puis, enfin, il y a des gens qui travaillent sur tous les problèmes humains. Il y en a plein. Bon, voilà. Et donc, nous avons, quand on fait tout ça, paracétamol, plus pommade, plus tisane. Et le cancer est toujours là. Dans les prochains jours, vous allez voir des gens qui, pour la plupart, sont quand même assez spécialisés dans un de ces silos. Le silo lui-même est systémique. La plupart de ces silos sont systémiques. Donc les gens vont dire qu'ils vont faire de la systémique. Mais selon moi, tant qu'on ne réinsère pas les différentes systémiques dans la grande systémique du système dynamique complexe constitué du système Terre et de l'anthroposphère, on reste dans un silo. Et ça, ce n'est pas de la systémique à ce point de vue-là. Et ça ne veut surtout pas dire que ce que les gens vont vous raconter dans les prochains jours n'est pas utile. En fait, ce que les gens vont vous raconter dans les prochains jours est vital. C'est absolument vital. On peut faire quand même des choses et il y a des enjeux à relever sur l'énergie, sur l'eau, sur le climat, etc. Donc il faut les écouter. C'est vital. Mais ce que je suis en train de vous dire par contre, c'est que c'est vital et dérisoire. C'est qu'il faut faire ça, mais par contre que ça ne sert à rien de le faire si on ne s'attaque pas véritablement au mal aussi. Et aujourd'hui, personne n'en parle.
Vous ne guérirez pas votre cancer avec simplement les petits traitements. Mais je n'ai pas dit que les petits traitements étaient inutiles. Certains des symptômes, en l'occurrence, à eux seuls, ils vont nous tuer si ça continue. Donc il faut les traiter. Bien. Je continue. Comme la courbe en très plein va repasser sous la courbe en pointillé, nous allons avoir, mesdames et messieurs, une descente énergétique et matérielle dans les prochaines années et décennies. On n'y coupera pas. Vous pouvez vous imaginer que non, on déploie encore des capacités de production additionnelles en termes d'énergie, donc on va en avoir plutôt plus que plutôt moins. En tendance lourde, ce qui va se passer dans les prochaines décennies, c'est qu'on en aura plutôt moins que plutôt plus. Et après, ce ne sera pas égalitaire sur Terre. Mais chacun de nous, y compris les plus riches, vont, dans les prochaines décennies, à un moment ou à un autre, ressentir fortement une pression avec moins d'énergie et de matière, et tout ça pour relever plus de problèmes, puisque ça va se faire sur changement de régime climatique, avec des disruptions écologiques, avec des raréfactions, des pénuries, des disruptions, des déstabilisations sociétales et des conflits. Voilà, j'espère que vous êtes contents d'être là ce soir. Nous n'échapperons pas, sous une forme ou une autre, à un mélange de tout ça. Effectivement, bien évidemment, il y a de la géopolitique qui vient se rajouter là-dessus, et je ne suis pas là pour vous dire ce qui va vous arriver à vous demain matin, ou dans 5 ou dans 20 ans, j'en ai pas la moindre fichue idée. Néanmoins, voilà, en tendance lourde, voilà ce qui va nous tomber sur le coin du nez. Nous avons des vulnérabilités collectives face à ça. La première des vulnérabilités, selon moi, c'est les transports. On dépend absolument pour tout des transports, et tous les transports dépendent de pétrole abondant et bon marché. Même le train en France, s'il n'y a pas de pétrole abondant et bon marché, comment les agents de la SNCF vont-ils bosser? Comment on entretient les voies? Comment on répare les machines, etc. Donc, nous avons dépendance à des réseaux et des infrastructures, à eau, gaz, électricité, télécommunications, etc., qui, pour leur maintenance et leur entretien, leur fonctionnement nominal, ont besoin en permanence d'énormément d'énergie et de matériaux, notamment du sable et des métaux, dont on va manquer. Oui, je n'ai pas dit, mais le sable, on commence à manquer de sable. Je ne sais pas si vous savez que le plus haut bâtiment du monde à Dubaï, la Burj Khalifa, a été entièrement construit avec du sable importé d'Australie. Et je ne sais pas si vous savez qu'il y a aujourd'hui des marchés noirs du sable et des gens qui sont tués pour du sable chaque année dans le monde. Une troisième vulnérabilité, selon moi, c'est la technologie. On la présente quasiment toujours comme la solution. La technologie peut aider à résoudre un certain nombre de problèmes techniques. Oui, elle n'est pas inutile, ça dépend en fait au service de quoi on la met. Mais quand on a de la technologie pour des fonctions absolument vitales du système et que ce n'est pas backupé par autre chose, c'est une vulnérabilité. Parce que ça marche super jusqu'au jour où. Et il y a toujours le jour où. Et le jour où arrivera, non seulement où ça ne marchera plus, mais où le système qui a été prévu pour intervenir, si ça ne marche plus, lui-même ne marchera plus. Donc quel est le plan B? Très souvent, il n'y en a pas. Face à ça, on nous dit, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Vous ne réjouissez pas trop vite, j'ai mis des guillemets. Il y a des solutions. Et justement, la technologie, solution. Donc moi, je vous dis, non, la technologie, elle résout des problèmes techniques. Or, vous l'avez peut-être déjà compris, un problème systémique comme le nôtre ne peut pas être résolu par une simple addition de fixes techniques. Ça ne marche pas. Problème systémique, réponse systémique. Il faut changer le système, ou il faut construire un autre système éventuellement, et puis trouver un moyen de basculer de l'un à l'autre. Mais une addition de solutions techniques ne permettra pas de résoudre le problème que nous avons. Mais ça ne veut pas dire que c'est inutile. On peut mettre la technologie au service d'eux. Donc, je prends un exemple, la 5G. La 5G, il fallait y aller. Pourtant, les opérateurs de téléphonie mobile en France, c'était pas super chaud. Même Olivier Roussat, le PDG de Bouygues Télécom, qui n'est pas particulièrement, je crois, un décroissant altermondialiste, a dit devant le Sénat en juin 2020 que si on développait la 5G, si on déployait la 5G, alors tous les opérateurs de téléphonie mobile en France afficheraient une augmentation importante dès la première année de leur consommation énergétique. Ça allait totalement à l'opposé des enjeux climatiques. Pourtant, Make Our Planet Great Again, etc., ça avait été martelé, accord de Paris, mais non, ça allait totalement au contraire. Mais on n'a écouté personne, et même pas eux. On ne peut pas imaginer que nous n'y allions pas, dans la 5G. Et les autres, ils y vont. C'est un grave problème. On est moins compétitif, peut-être que ça joue sur notre sécurité, peut-être que ça joue sur notre souveraineté. Ah non, il faut y aller, quoi. Et c'est comme ça pour tout. Il faut toujours y aller. Et il n'y a pas de fin à ça. Il n'y a pas de fin à cette escalade. Il faudra toujours y aller. Il n'y aura jamais aucun argument qui permettra de dire non, ça, on n'y va pas. Non, si les autres y vont, il faut y aller.
ben, on est en train de se tuer. En train de se tuer parce que ça sert à rien, la 5G, en fait. Ça sert strictement à rien, à moins que vous vouliez regarder sur votre smartphone un film en 4K, c'est-à-dire une résolution qui est plus grande que celle qu'on a sur les grands écrans de cinéma. Ça sert à rien, la 5G. Ah mais si, mais les opérations à cœur ouvert à distance, oui, mais on s'en fout à la rigueur, j'ai envie de dire. Et puis même, il y a la fibre pour ça. Donc, bon, c'est ça pour donner un exemple, quoi. On ne peut pas toucher à la technologie, on ne peut pas toucher à l'avancée, au progrès technologique. Si vous le faisiez, vous vous faisiez traiter d'amiche rapidement, et je ne pense pas que c'était un compliment. Mais voilà, on vous dit également qu'on va développer la mobility as a service ou transportation as a service, voilà, avec des véhicules électriques autonomes. Voilà, et puis c'est super parce que regardez, vous allez pouvoir faire des réunions et être plus productif. Puis vous allez pouvoir ensuite vous détendre pour être plus productif. Donc c'est formidable. Et puis c'est optimisé en temps réel, donc il n'y a plus du tout d'embouteillage, etc. Même la ville est plus productive, si vous voulez. D'ailleurs, petit aparté très rapide, l'idéologie de la Smart City, qui peut-être intéresse et tente certains d'entre vous, et je pourrais le comprendre, je voulais juste dire que c'est le rêve de tout dictateur. Méfiez-vous de la Smart City. Méfiez-vous de la Smart Mobile. Donc, nous avons aujourd'hui des gens qui développent ça. Il y a des centaines de millions, enfin, en réalité, il y a même des dizaines de milliards qui sont mis là-dessus. On a des gens qui nous expliquent qu'il y en aura 20 millions rien qu'aux États-Unis d'ici 2030, des véhicules comme ça autonomes et électriques. Cette dame-là qui travaille chez Intel nous explique que ça va être un sacré challenge pour la data quand il y aura plusieurs centaines de millions de véhicules. Ah oui, je confirme, hein. Je confirme, parce que moi je suis allé voir ensuite, je me suis renseigné, mais c'est combien de data en fait, de quoi on parle, c'est quoi les flux? Bon, ben, il faut savoir, donc ça ce monsieur qui est le VP de Dell Technologies nous explique que à cause des caméras de définition, etc., un véhicule autonome qui est sur le réseau, en temps réel, il échange entre 0,4 et un peu plus de 5 téraoctets par véhicule et par heure. Et donc si on multiplie ça par, j'ai pris l'hypothèse basse, 20 millions, je me dis, c'est combien de données tout ça? Eh bien, c'est à peu près 12 fois la taille totale du web, dark web inclus, en 2019. Parce qu'il faudrait que je remette à jour un peu mes données. Voilà. Et donc, ça n'arrivera pas. Voilà, ça n'arrivera pas. Il peut y avoir la loi de Moore, on peut se développer tout ce que vous voulez, c'est explosif, ça n'arrivera pas. Donc, c'est un gadget, c'est pas une solution. Je vais passer parce que je voulais. Ça, c'est pas. Hop. Alors, comment? Non, mais c'est pas... Voilà. Je voulais parler éventuellement d'ITER et de la fusion. Mais globalement, je vais vous dire que aujourd'hui, si on transforme, si on arrive à décarboner entièrement notre production d'énergie, ce qui est loin d'être le cas, hein, on est capable que de décarboner une partie de la production d'électricité. Or, tout n'est pas électrifiable. Mais bon, passons. Imaginons même, incroyable, que nous décarbonions l'intégralité de notre production d'énergie. Imaginons ça. Bah, ce serait vachement bien pour le climat, attention. Donc ça, ce symptôme-là, on ne l'aurait pas résolu, mais on l'aurait bien amélioré. Mais le reste, bah, ce serait de l'énergie, et toute décarbonée soit-elle, au service d'un flux qui convertit la nature en déchets, mesdames et messieurs. Voilà, point barre. Et on continuerait de détruire la planète jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce qu'on ne peut pas toucher à la technologie, parce que quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. C'est exactement ce qu'on fait. Quand on a des outils, la technologie en fait partie, on en est très fier de ces outils, on veut qu'ils soient utiles. Et quand on est face à un problème complexe, on se dit, mon outil, il va être pertinent. Est-ce que l'on essaie de développer l'outil qui va bien pour le problème? Non, 9 fois sur 10, on change la perception qu'on a du problème pour qu'il corresponde à notre outil. Et on finit tous par ne faire jamais que ce que l'on sait déjà faire. Je vous donne un exemple illustratif, mais il y en a plein. J'ai travaillé avec des gens de la zone de défense de la ville de Paris il y a quelques années. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué qu'ils élaboraient des scénarios pour essayer ensuite de tester les capacités de réponse et de proposer des entraînements, des exercices pour les différentes forces de sécurité. Et il me disait, les scénarios qu'on établit sont basés sur ce que l'on sait faire, pas sur ce qui est possible. On ne va pas tester un scénario plausible pour lequel on n'a pas de réponse. Sinon, c'est sûr que c'est l'échec. Alors, si c'est pour mettre le moral des troupes dans les chaussettes... Donc, il faut que ce soit un challenge, mais un challenge accessible. Donc, non, on ne teste jamais que ce que l'on sait déjà faire. Dernier élément avant de passer à la deuxième partie. J'ai fait la moitié de mon temps, mais... Est-ce que ça décarbone, mesdames et messieurs? Concrètement, est-ce que ça décarbone? Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a certains pays qui ont réussi. Mais je vous disais aussi que... mais d'autres pays, par contre, non seulement ils ne décarbonent pas, mais ils surcarbonent.
Alors, si on regarde aujourd'hui au niveau mondial, même si certains pourront arguer que oui, mais il faut zoomer sur les pays. Moi, je ne suis pas d'accord. Mon point de vue de systémicien, c'est que tout est lié. Les pays ne fonctionnent pas indépendamment des uns des autres. Les pays, il y a des flux de plein de choses. Et c'est même pas juste les flux actuels, c'est pas une question d'émissions importées, c'est même plus profond que ça. La société actuelle existe telle qu'elle est aujourd'hui parce que historiquement, il y a eu le pillage d'un certain nombre de ressources d'ailleurs, et historiquement et culturellement, il y a plein de choses. Donc le monde, même si on peut zoomer sur des choses, c'est intéressant de zoomer sur certaines choses techniques justement, mais sur des choses systémiques, non, il faut raisonner à l'échelle mondiale, selon moi. Et à l'échelle mondiale, donc, voilà comment a évolué le PIB depuis le début du 19e siècle, et il y a une forte corrélation entre le PIB et l'énergie. Voilà, enfin, c'est Jean Covici, mais je suis allé vérifier les données et il ne se trompe pas. Notre consommation d'énergie mondiale versus notre PIB en dollars constants pour les puristes depuis 1965, il y a une corrélation très forte. Même quand ça recule le long de la même ligne. Voilà. Donc on est plus efficace dans l'utilisation qu'on a de l'énergie, mais pour autant, on ne sait pas faire grossir une économie en faisant baisser la quantité d'énergie qu'on consomme. Plus d'économie, plus d'énergie. Vous allez me dire, plus d'énergie, oui, mais moins de gaz à effet de serre, puisqu'on décarbone. Eh bien non, on ne décarbone pas. Je suis désolé, on ne décarbone pas. Oui, mais on développe les renouvelables. Oui, mais on développe aussi le reste. La Chine, en 2022, a déployé plus de charbon que dans tout le reste de son histoire. En moyenne, 2 nouvelles centrales par semaine. Alors, on ne va pas tout faire porter sur la Chine. Hein. Une partie de ce que fait la Chine, c'est aussi pour nous. C'est parce qu'elle produit pour le reste du monde. Pas que, mais... Voilà. Donc il y a un modèle, effectivement, chinois qui ne va pas. Mais globalement... Aujourd'hui, en 2022, là je me suis arrêté en 2019 parce qu'après ça déconnait, mais je vais bientôt pouvoir mettre à jour. En 2022, à peu près 85% de l'énergie primaire mondiale est toujours produite à partir des combustibles fossiles. Alors, l'idée qu'on nous vend, qui est une idée de découplage et de croissance verte, je précise une chose, je prends une précaution oratoire avant. Je ne suis pas un décroissant. Voilà. Je ne suis jamais été un décroissant. Je ne m'adresse pas à vous comme idéologue de quoi que ce soit. Je m'adresse à vous en tant qu'un ingénieur qui est con, qui fait des plus, des moins et des divisés, et des multipliés. Voilà. Et moi, ma conclusion de tout ce que j'ai pu lire, de sérieux qui tiennent la route, et je ne suis pas le seul à conclure, il commence à y avoir pas mal de corpus maintenant littéraires là-dessus. Littéraire. Enfin, une littérature, évidemment, technique et puis spécialisée, hein, conclut plutôt que non. Il ne va pas y avoir de possibilité d'avoir un découplage, quand bien même on le voudrait. Tout à l'heure, je vous disais sur la partie GES, hein, gaz à effet de serre, je pense qu'au niveau mondial, ce n'est pas découplable, mais il y a plein d'autres choses. Vous commencez à comprendre que ce n'est pas qu'une question de gaz à effet de serre. Pour qu'une croissance verte soit possible, il faudrait qu'il puisse y avoir croissance économique et diminution de la pollution, par exemple. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est de pire en pire. Il faudrait qu'il y ait croissance économique, mais diminution des destructions environnementales. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est de pire en pire. Il faudrait qu'il y ait des découplages entre les croissances économiques et une décroissance matérielle. C'est le cas? Non. Il y a un surcouplage. On utilise plus de matières premières aujourd'hui pour produire un point de PIB qu'il y a 20 ans pour produire le même point de PIB à dollars constants. Il n'y a pas de découplage. Et il n'y en aura jamais. Donc, au-delà des postures qui consistent à dire les décroissants sont fous, ou au contraire de dire les croissants sont fous, les pro-croissance, au-delà de ces postures-là, non, simplement ce que nous disent les données dont on dispose, c'est qu'on n'a jamais découplé et qu'on s'en éloigne. On s'éloigne de la possibilité d'un découplage. Alors pourquoi miserait-on l'avenir du monde entier sur notre capacité miraculeuse à retomber sur nos pattes dans les prochaines années ou décennies ? Alors que le problème ne fait que empirer. Aujourd'hui, les solutions qu'on vous propose, notamment pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, ne sont en aucun cas des solutions. Quand on diminue les émissions de gaz à effet de serre, la concentration atmosphérique en CO2, or c'est ça qui compte, continue de monter. Elle monte juste moins vite. Donc, notre seule capacité aujourd'hui, avec les solutions dont on dispose, elle est de limiter, je ne sais pas jusqu'où je peux aller dans les maths, là, mais elle est de limiter la vitesse à laquelle le problème s'aggrave. Il s'aggrave toujours. Et il s'aggrave toujours de plus en plus vite. Mais moins que si on n'avait pas fait ce qu'on a fait. Voilà. On ne joue que sur la dérivée seconde, en fait, pour être un peu précis. Donc, les COP.
Bon, ben, les COP, elles sont encadrées par un texte qui s'appelle la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et vous pourrez les vérifier. Article 3, alinéa 5, il faut une croissance économique durable et un développement durable, et il ne faut pas gêner le commerce international. L'intégralité de ce cadre de pensée et d'action consiste à dire on va résoudre un problème en gênant le moins possible le système qui l'engendre. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Quand on regarde l'évolution de la consommation en CO2 depuis 1960, voilà ce que ça donne, et voilà le début des COP. Voilà. Ça continue à augmenter, et de plus en plus vite. S'il n'y avait pas eu les COP, on serait là. Ou là, je ne sais pas, on serait encore plus haut. Donc oui, on a une capacité de freinage, mais c'est tout. On ne fera pas revenir en arrière. Entre la pédale de frein et la marche arrière, ce sont deux fonctions radicalement différentes d'une voiture. Vous pouvez appuyer autant que vous voulez sur le frein, vous n'irez pas en arrière. Bon, sauf si vous êtes en pente, etc. Mais m'embêtez pas. Et je termine enfin par cette slide avec les objectifs du développement durable, dans lesquels on retrouve ça. On retrouve la croissance économique, qui est d'ailleurs couplée avec le travail décent. On se demande bien pourquoi, parce que ça n'a rien à voir. Mais c'est totalement là, c'est partout, c'est verrouillé. On est dans une idéologie qui s'ignore souvent. L'idéologie qui consiste à dire que notre monde tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'on l'a conçu, il peut durer. Il y aura des crises, mais il peut durer. Il est durable. C'est quelque part presque une hypothèse de base, un axiome. Voilà. Et puis après, il y a des problèmes, on va les gérer et on reviendra à la normale. Voilà. C'est ça l'idéologie généralisée. Et vous allez voir que... Bon, alors, je ne suis pas capable, vous avez vu, de vous démontrer mathématiquement qu'on est dans une situation désagréable, mais bon, avouez que c'est plausible. Et je vous le rappelle, un expert des risques, et en tant que risque, on n'attend pas d'avoir la preuve qu'un bateau va couler avant de l'équiper de canaux de sauvetage. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Comment on réagit? Déjà, il faut faire exploser un certain nombre d'idées préconçues qu'on a, il faut déconstruire des choses, notamment la notion de solution. Il n'y a pas de solution, mesdames et messieurs. Il y a des solutions techniques à un certain nombre d'enjeux techniques. Face à un problème systémique, il n'y a pas une solution qui ne soit elle-même systémique. Solution systémique, ça veut dire changer le système dans lequel on vit. Changer le système, ça veut dire changer les règles d'interaction au sein du système dans lequel on vit. Et parmi ces règles d'interaction, il y a par exemple juste la culture. Ce n'est pas juste changer les lois, il faudrait changer toutes les lois, pas toutes, mais un grand nombre de lois. D'ailleurs, pas toutes, non. Même, il y a des lois qu'il faudrait simplement faire appliquer. Elles existent, on ne les applique pas. Quelle est la loi? Excusez-moi, je n'avais pas prévu de dire ça, je prends juste 30 secondes pour le dire. Quelle est la loi ultime, la loi au-dessus des lois? La Constitution. Est-ce que vous savez ce que c'est que le bloc de constitutionnalité? J'entendais, il y a des gens qui savent. Le bloc de constitutionnalité, c'est l'ensemble des textes qui ont valeur constitutionnelle. Il n'y a pas que la Constitution, il y a plusieurs autres textes. Et parmi ces autres textes, il y a la Charte de l'environnement de 2004, qui est rentrée dans le bloc de constitutionnalité en 2005, et donc qui a la même valeur que la Constitution. Allez la lire. Article 2, si je ne me trompe pas, chaque personne, physique ou morale, a le devoir de participer à la préservation de l'environnement. Je peux donc vous dire que 99% des activités humaines, en tout cas en France, sont anticonstitutionnelles. Donc on ne respecte même pas la plus haute loi qu'on a, si vous voulez. Donc quand je disais tout à l'heure, il faut changer la loi, oui c'est vrai, et puis il y a surtout des fois, il faut la faire respecter. Mais bon, globalement, il n'y a pas des solutions. Il y a une vague qui nous arrive dessus. Elle va faire mal. On ne l'évitera pas. On peut la limiter un peu, mais on ne l'évitera pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est comment on surfe. Voilà. Il va falloir commencer par se raconter des nouveaux récits. Ça passe déjà dans la tête. Il faut dépasser un certain nombre de postures, d'idées préconçues et d'idéologies du monde, ce qu'il peut, ce qu'il devrait peut-être, ce qu'il faudrait qu'il soit, ce qu'il devrait être. Les récits influencent nos perceptions de l'avenir, ce que l'avenir peut, ou devrait éventuellement être, et façonner de nouveaux imaginaires collectifs. Là, je veux juste dire une chose. On entend souvent dire qu'il faut que ce soit positif, qu'il ne faut surtout pas faire peur et qu'il faut générer de l'espoir. Et moi, j'ai envie de vous dire que ces trois trucs-là, dits tels quels, c'est de la connerie en barre. Et ce n'est pas juste moi qui le dis, parce que j'espère que vous le ressentez, on va dire, mais je ne suis vraiment pas du genre à affirmer des choses sans, alors je ne dis pas sans avoir une certitude, parce qu'on ne peut jamais atteindre la certitude absolue, mais sans avoir vraiment recherché sur le sujet. Voilà.
Donc j'ai beaucoup recherché sur le sujet. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour mobiliser les gens, il ne faut pas que ce soit nécessairement positif. Il faut que ce soit inspirant. Et on peut inspirer les gens avec la colère, avec l'indignation, avec beaucoup d'autres choses, le grand, le beau, le noble, le digne, et pas forcément juste le positif. Donc déjà, sortez-vous de la tête qu'il faut être positif nécessairement. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas... Ah oui, pardon, l'espoir. Oui, ok, il faut de l'espoir, parce que pour changer, il faut de l'espoir, mais de l'espoir lucide. Il faut donner aux gens de l'espoir qui tient la route. Parce qu'en réalité, sinon, ils vont s'engager avec espoir dans des choses qui n'ont pas de sens. Et quand ils réaliseront qu'ils ont investi leur espoir, leur énergie, leurs ressources dans des projets qui étaient soit tellement insignifiants, soit carrément contre-productifs, c'est une catastrophe pour les gens et pour le monde. Et enfin, il ne faut pas faire peur. C'est faux. Si oui, mais si tu fais peur, tu bloques les gens, alors que si tu donnes envie, tu mobilises beaucoup plus de monde. La deuxième partie de cette phrase est vraie. Si tu fais envie, tu mobilises effectivement beaucoup plus de monde, mais tu mobilises mal. Il y a plein de petits changements possibles, sans faire peur. Mais la grande remise en question passe par la peur. On ne remet pas en question nos vies, notre société tout entière, si on n'y est pas obligé. Et comprendre qu'on y est obligé, dans l'urgence de surcroît, c'est parce qu'on a compris un certain nombre de choses qui font peur. Donc il ne faut pas en avoir peur de la peur. Elle est là, elle est absolument indispensable. Par contre, évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que si on fait juste peur aux gens, même... Alors il y a beaucoup de gens qui brandissent des peurs irrationnelles, j'espère que vous pensez que ce n'est pas le cas ici. Ici, on est sur des peurs rationnelles, et néanmoins, même ça, même les peurs rationnelles, si on s'arrête là, c'est contre-productif. Il faut équiper les gens d'outils, de leviers, de savoir comment ils peuvent agir, comment ils peuvent se mettre les uns avec les autres, donc du savoir, mais également des exemples inspirants, des récits, tout un tas d'autres choses. Juste attirer votre attention pour ceux qui voudront aller creuser là-dessus, sur cette étude-là, Appealing to Fear, Meta-Analysis of Fear, Appeal, Effectiveness and Theories, qui date de 2015, qui a étudié 127 articles qui se posaient la question de est-ce que la peur mobilise ou pas. La conclusion, c'est que oui, la peur mobilise toujours. En fait, il n'y a rien de mieux que la peur pour mobiliser. Mais une fois de plus, toute seule, elle ne mobilise pas forcément bien. Attention. Donc il faut aussi canaliser un peu les esprits des gens. Et justement, on parle donc d'imaginaire. La guerre des imaginaires, j'ai pas peur du mot, de l'avenir a commencé. Et c'est à nous, chacun d'entre nous, de contribuer à la construction d'imaginaires inspirants, vecteurs d'espoir, mais d'espoir lucide. On est dans un monde destructeur, artificialisant, il faut basculer vers un monde régénératif. Mais il faut aussi savoir que ça change tout, en fait. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses. Et donc, quand on change, il y a des nouveaux gagnants et des nouveaux perdants. Et les nouveaux perdants, ils ne sont pas d'accord. Et puis, ce n'est même pas nécessairement les nouveaux perdants, c'est les gens qui pensent qu'ils vont être nouveaux perdants, à tort ou à raison. En général, ce sont les adversaires du changement. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de changement sans déranger. Si vous dérangez personne, c'est que vous ne changez pas grand-chose. Donc, vouloir éviter la confrontation est contre-productif. Il faut qu'il y ait de la confrontation. Je n'ai pas dit de la violence. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait de la confrontation. Violence ou pas, hein. Je ne suis pas contre certaines formes de violence, dans certains cas. Mais ce n'est pas la question. Je dis juste, il faut se préparer à des confrontations et préparer en mode de négociation lorsqu'on va voir des gens qui ont de bonnes raisons de penser, à tort ou à raison, qui vont y perdre, aller leur dire, non pas... Déjà, ne pas leur parler est une erreur. Aller leur parler pour dire, non, t'inquiète pas, tu ne vas pas perdre. Encore faut-il être capable de le prouver. Mais par contre, être capable de leur dire, imaginons que tu perdes, et si, à côté de ça, je te proposais autre chose, en compensation, en contrepartie, qui n'a rien à voir que sur un autre plan. Ok, tu vas perdre là, mais tu gagnes là. Est-ce qu'on peut discuter? Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais s'il n'y a pas ce genre de négociation qui se met en place, on n'arrivera à rien. Donc oui, le changement dérange, il va déranger, le changement crée des antagonismes, il faut se réjouir quand c'est le cas, et il faut ensuite préparer les affrontements en mode négociation. Une négociation, c'est en amont, on réfléchit à ce que l'on attend de l'autre, ce qu'on demande de l'autre et ce qu'on est prêt à lui donner. Oh là là, c'était pas du tout censé apparaître comme ça, mais bon, pourquoi pas. Allez, tout va te faire apparaître d'un coup, du coup. Des ressources précieuses pour l'avenir, c'est d'abord les hommes et les femmes. Il faut développer, je dis ça, je le balance, c'est juste une phrase, et il faudrait que je développe pendant une demi-heure, mais passons. Une culture du risque et de la responsabilité face à ces risques.
Voilà, ça, c'est un véritable enjeu. C'est vraiment un enjeu culturel. Commencer à parler des risques, des enjeux. Ouais, mais les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Ouais, c'est vrai. Mais certains ont envie. Mais surtout, si des responsables d'entreprise, si des élus n'en parlent pas aujourd'hui, comme on arrive dans une zone de turbulence grave, à mon avis, ils vont le payer plus vite qu'ils ne le croient. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les premiers responsables qui commencent à en parler ne sont pas forcément très écoutés. Mais je pense que ce sont les pionniers qui seront reconnus demain. Et je pense qu'il va y avoir un retournement plus rapide que vous ne le pensez peut-être, parce que les accélérations sont en train de se mettre en place, et que justement tous ceux qui n'en auront pas parlé vont se prendre un retour de bâton sévère. Donc, à vous de voir. Il faut en parler en avant, mais pas trop en avant. C'est un peu compliqué. Il faut développer une pensée système. Tout le monde ne peut pas être systémicien, mais ça veut simplement dire que lorsqu'on a un problème et un autre, essayons de voir s'il n'y a pas un moyen de les résoudre tous les trois en s'attaquant à la cause primaire, plutôt que de traiter l'un, puis l'autre, puis l'autre. Voilà, hein, plutôt que de faire simplement paracétamol, pommade et tisane. La préparation, la formation des gens et la répartition des rôles, c'est super important, même au sein d'une entreprise, et puis au sein des collectivités, au sein de tout un tas de choses. C'est intéressant, important peut-être, de distribuer des rôles ou de faire en sorte que les gens se répartissent des rôles. Imaginons que demain, il y ait une rupture de continuité majeure. Alors, qui va être en charge de quoi? Tiens, toi, tu vas t'occuper de la bouffe, toi, tu vas t'occuper de la santé, toi, tu vas t'occuper de l'eau, toi, tu vas t'occuper des déchets, toi, tu vas t'occuper des réserves de ceci, des ressources de cela, par exemple. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en situation de crise, les gens perdent pied. Et ça peut partir en chaos, en panique et en chaos. Par contre, si, bon, je pourrais vous expliquer pourquoi, parce que ça se base sur pas mal d'études en psychologie sociale, mais je n'ai pas le temps de développer, si les gens, on leur a assigné, oui, se sont eux-mêmes assignés par anticipation des rôles, et si, encore mieux, encore plus efficace, ces rôles sont matérialisés par quelque chose, par exemple, je sais pas, un brassard, une casquette, un t-shirt ou quelque chose, voilà, avec une couleur, avec un mot-clé, un symbole ou je ne sais quoi, à ce moment-là, dans le chaos, les gens qui ont un rôle vont immédiatement dire « Ah, mon rôle !» Et ils vont endosser le rôle en même temps qu'ils endossent l'habit. Quand ils mettent la casquette où il y a écrit « bouffe », ils deviennent le responsable de la bouffe. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ils ont une responsabilité et ils l'honorent. Donc c'est bien de préparer les esprits et d'organiser la réponse en anticipation. Et des chantiers collectifs, je vais y revenir juste après, extrêmement importants, coopératifs, de faire collaborer les gens sur des chantiers de résilience, on va en parler, de soutenabilité, etc. Et c'est bien parce que ça développe le sentiment d'efficacité personnelle. Et donc plus on fait, plus on a envie de faire. Il faut que ce soit gratifiant. Il faut mettre en place des stocks collectifs et des redondances dans le système, mais j'y reviendrai un petit peu. Il faut mettre en place de la diversité au sein du réseau. Tout ce qui est monoculturel, et c'est pourri. Voilà, donc c'est vrai pour les cultures de bouffe. Hein. Une monoculture, s'il y a un problème hydrique, tout meurt en même temps. S'il y a un parasite qui touche le truc, tout meurt en même temps, alors qu'une polyculture est bien plus résiliente. C'est pareil pour tout. C'est pareil en société. C'est pareil pour les solutions et les projets que vous allez développer. Il faut qu'il y ait une pluralité. Et tout ça doit se faire en réseau. C'est-à-dire qu'il faut connecter les différentes initiatives, connecter les projets et les acteurs et les porteurs de projets. La construction de la confiance est extrêmement importante, car en fait, la sécurité des uns et des autres au moment du chaos, parce qu'on va, je vous l'ai dit, on va avoir des moments de chaos, ça va se jouer sur la confiance. Et la confiance, c'est quelque chose d'assez impalpable. Et donc la confiance, elle se met en place progressivement si on partage, si on met en place de la cohésion. Alors ça, c'est tout un autre sujet, mais globalement, c'est comment on rapproche des différentes communautés au sein d'une collectivité. La cohésion, globalement, ça va au-delà au sein de mon groupe. La cohésion, ça doit sortir de l'entre-soi. On ne peut pas avoir une cohésion d'un territoire, par exemple, si chaque communauté s'occupe de sa propre cohésion de façon interne. Ça ne marche pas. La cohésion de l'ensemble du système nécessite qu'il y ait donc une mise en réseau et des échanges et apprendre à se connaître et à développer de la confiance entre communautés. Je n'ai pas dit que c'était simple. Mais je dis juste que si on ne le fait pas, si on n'essaye pas, si on n'améliore pas ça, il y aura la confiance, elle ne sera jamais totalement là. Parce que ce sera encore nous contre eux. Et ça pose un problème. Et il faut partager, être solidaire. Bon, tout ça, c'est facile à dire, hein, c'est des grands mots. Je balance pour l'instant. Je ne dis pas que c'est facile.
Et dans certaines de mes conférences, je développe plus, donc allez regarder en ligne si vous souhaitez. Il y a donc une sobriété à mettre en place, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, mais une sobriété systémique, c'est le système qui doit être sobre. Il ne faut pas juste demander aux gens « soyez sobres ». Il y en a peu qui vont le faire, certains vont faire des efforts plus ou moins grands, mais ça ne suffira pas, c'est le système qui doit être sobre. Donc ça signifie qu'il faut se mettre en place, qu'il faut se mettre ensemble, pour se poser la question de nos besoins. Quels sont nos besoins, véritablement ? Là-dessus, ok, on garde. Et de quoi on peut se passer ? À quoi on peut renoncer sans que ce soit un véritable problème ? Et ensuite, comment on fait ? On fait, si on arrête ça, il y a des gens qui ne vont pas être contents, donc comment on les accompagne, comment on fait en sorte qu'il y ait toutes les activités mauvaises qui décroissent, voire qui disparaissent, et toutes les activités, parce qu'il y en a qui sont régénératrices à la fois de l'humain ou de la nature, qui croissent. Une fois de plus, je dis ça j'ai bien conscience que c'est un projet de société que je suis en train de décrire. Donc, c'est pas en claquant des doigts qu'on va le mettre en place. Je vous dis juste qu'il faut y réfléchir. Il faut vraiment travailler là-dessus. Vous avez des consultants chez vous qui pourraient peut-être apporter des bonnes idées. Et tout ça, c'est pour déployer cette descente énergétique et matérielle dont je vous parle depuis tout à l'heure. La courbe en trait-plein repassera sur de la courbe en pointillé, on le comprend, on l'accepte, on l'organise et on sera peut-être capable jusqu'à un certain point de le piloter dans la dignité, ou on croit que c'est vers l'infini et au-delà, et on va subir un chaos qui nous sera imposé. On peut soit choisir ce à quoi on souhaite, soit qu'on accepte de renoncer, soit le système ou éventuellement le régime politique à ce moment-là décidera pour nous, pour vous, de ce à quoi vous n'avez plus droit. Vous en avez déjà entendu parler, un appel pour un manifeste étudiant pour un réveil écologique. Vos sociétés, si elles ne sont pas au courant, ça vaut le coup de leur marteler qu'il y a quand même aujourd'hui un éveil. Alors, il n'est pas à 100%, mais il y a un éveil chez les étudiants et il y a une véritable demande. Et ils auraient bien intérêt, si ce n'est pas déjà le cas, de se positionner là-dessus. Puis, je vais parler donc de cette fameuse résilience. Alors, la résilience, pour en parler des heures, c'est mon sujet de prédilection et je souffre beaucoup. Parce que c'est un terme, une notion qui est totalement galvaudée, qui est totalement mécomprise, qui est totalement torturée. Comme beaucoup d'autres. Il y a des récupérations politiques, on met le mot à toutes les sauces, ça ne veut plus rien dire. On a une loi climat et résilience en France qui n'a rien à voir avec de la résilience. On a un plan national de relance et de résilience dans lequel il y a un truc, une idée qui effectivement concourt un peu à la résilience, qui est sauvegarder, préserver les capacités d'approvisionnement de certaines industries, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans tout le projet de loi qui concerne la résilience. Alors appeler ça un plan national de résilience, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Donc il n'y a rien en fait. Quand tu en entends résilience, 9 fois sur 10, ça ne veut pas dire résilience. Et il y a tout un tas de gens maintenant dont c'est le métier. Et beaucoup de gens dans les collectivités territoriales. Parce que, aux dernières élections notamment, il y a eu un petit boost, parce qu'il y a eu une vague verte, entre guillemets, et les Verts, les écolos, ont été les premiers à s'approprier cette notion de résilience. Mal, la plupart du temps, mais ils l'ont fait. Mais ce n'est pas un truc d'écolo, la résilience, en fait. C'est pas un truc. Certes, ça intègre des notions d'écologie. C'est pour ça, d'ailleurs, que les écolos étaient les premiers sur le truc. Mais ce n'est pas une question d'écolo, c'est une question de sécurité. Sécurité globale des territoires. Moi, j'enseigne ça aux élus. Donc, ça concerne absolument tout le monde. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, donc, il y a plein de gens dans des collectivités à qui on a dit toi, tu vas t'occuper de la résilience. Et donc, ces gens, maintenant, ont le mot résilience sur leur carte de visite. Et donc, maintenant, ces gens-là, même quand il y a des gens qui écrivent des rapports sur la résilience ou qui font des missions parlementaires sur la résilience, ils font venir ces gens parce que, attendez, c'est sur la carte de visite, il y a écrit résilience. Mais ces gens n'ont jamais étudié ce que c'était que la résilience. Ils n'ont pas la moindre foutue idée. Parce que c'est pas si simple, la résilience. C'est pas ce qu'on veut, la résilience. C'est pas juste, c'est un rapport à notre capacité à réagir au risque. Il y a un choc qui arrive, d'abord on résiste, puis si le choc est trop gros, on se déforme, on absorbe, on passe en mode dégradé, ensuite on rebondit, et puis à la fin, on est encore plus résilient. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ça, c'est effectivement assez général. Mais concrètement, ça se met en place comment ? Comment on l'évalue ? Comment on la met en place ? Mais pas n'importe comment. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on est face à des risques qui sont des risques bien spécifiques, des risques systémiques. Et face aux risques systémiques, les experts des risques et leurs pendants, les experts en gestion de crise, n'ont pas les outils adaptés pour gérer ce qui nous arrive. Je vous le dis, je les connais bien.
Parce que les risques normaux, les risques classiques, sont des événements futurs, plus ou moins probables. On peut évaluer une probabilité, on peut faire des études pour savoir ce que ça coûterait, comment ça se passerait, mettre en place quelques dispositifs pour atténuer, provisionner de l'argent pour payer les assurances, etc. On peut faire tout ça. Mais c'est quoi l'idée? Dans la version classique, prévention des risques, gestion de crise. Excusez-moi. L'idée, c'est on va, si jamais le risque se matérialise, revenir le plus rapidement possible à la normale. Mais ça, c'est fini, ça. La normale, elle est en train de glisser. La normale, elle est en train de nous échapper. Les risques auxquels on fait face aujourd'hui, ce sont des risques systémiques, ce sont des processus. Ce ne sont pas des événements, hein, ce sont des processus. Et j'ai une mauvaise nouvelle, ils sont déjà, pour un certain nombre d'entre eux, enclenchés. Et ils vont s'accélérer pour un certain nombre d'entre eux. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut avoir, comme dans la partie traditionnelle, est-ce qu'on peut avoir un dispositif spécialisé avec des personnels spécialisés qui sont formés pour connaître les protocoles, les machins et tout, et pour gérer les risques pendant que le peuple, grosso modo, n'a pas trop à s'en préoccuper. Hein. Dormez tranquille, on gère ça pour vous, et puis on retourne à la normale dès qu'on peut. Mais un processus, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout pareil. Face à un changement de société, les gens sont nécessairement engagés dans le processus. Donc on les sensibilise, on leur donne les clés pour accompagner le changement et peut-être même un peu l'anticiper et pour devenir quelque part, pour se serrer les coudes face à l'adversité et que ce ne soit pas le chaos, on les laisse se démerder. Face à des processus comme ceux que moi je décris, il nous faut une résilience globale, c'est-à-dire quelle que soit la nature de la crise. Parce que sinon, les risques, c'est toujours un type de risque. On se prépare pour tel type de risque, tel autre type de risque, tel autre type de risque. Non, là, c'est quelle que soit la nature de la crise, quelle que soit la nature de la crise, est-ce que nous allons réagir en tant que système socio-écologique, c'est-à-dire des sociétés humaines en interaction avec un environnement, des ressources, des écosystèmes, des cycles biogéochimiques. Est-ce que tout ça donc il faut que tout cela s'adapte en même temps. Est-ce qu'on a la capacité à le faire spontanément? Est-ce qu'on peut s'auto-réorganiser en cas de rupture de continuité majeure que les dispositifs que l'on a ne permettent précisément pas de gérer? Allons-y, on va voir. On a eu une crise majeure avec la Covid. Et on va me dire, ah ouais, mais il y a quand même pas mal de gens qui se sont entraidés, il y a eu des émergences de résilience, et c'est vrai. Donc tant mieux, même si c'est vite retombé après le soufflet, hein, mais tant mieux, on a vu que des choses étaient possibles. Mais pour deux raisons. Un, on espérait fortement que c'était juste un mauvais moment à passer avant un retour à la normale. Deux, parce qu'on avait tous à bouffer. Le jour où ça touchera la bouffe, et je vous le dis, ça va toucher la bouffe. Et il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et le jour où il n'y aura pas d'espoir que demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain on retourne à la normale, ce ne sera pas forcément la même histoire. Alors moi je ne suis pas Nostradamus, je ne saurais pas vous dire ce qui va se passer, mais je pense qu'on ne peut pas extrapoler. Donc la résilience, oui, mais quelle résilience? Alors pour une entreprise, pour une organisation, pourquoi ça a fait ça? Je ne vois pas... Bon, tant pis. Donc imaginez que nous sortions, et vous l'avez peut-être compris, même si j'ai très très peu développé cette partie, c'est ce qui va nous arriver en fait, là, à relativement court terme. Imaginez que nous sortions de l'ère du pétrole et du gaz abondant et bon marché. Ça remet tout en question, mesdames et messieurs, tout. Bon, alors imaginez un peu le bordel. Et maintenant, réimaginez. Imaginez, là je vous balance quelques idées, qu'on ait mis en place une production d'énergie qui peut être opérée et maintenue. Alors j'aurais dû changer ça à l'échelle nationale. Disons dans un rayon géographique maîtrisable. Donc il ne s'agirait plus aujourd'hui, idéalement, si vous avez des clients qui bossent là-dedans, faites-leur passer le message. Pour que eux-mêmes, leur business dure et puis pour que la société dure, aujourd'hui nous aurions besoin d'avoir des capacités de production énergétique qui soit intégralement maîtrisable dans la durée, pour toujours à la rigueur, avec ce que l'on a et ce que l'on sait maîtriser chez nous. Si ça dépend de pièces qui sont faites à l'autre bout du monde, de puces électroniques qui sont faites qu'à Taïwan, ça ne marche pas. S'il faut du pétrole qu'on ne produit pas nous-mêmes pour que ça fonctionne, ça ne va pas. Pas pour de l'énergie, c'est trop important. Donc le cahier des charges et l'innovation doit changer. C'est plus la performance économique et technique, c'est la fiabilité et la robustesse en mode dégradé
tout en ayant une performance acceptable. Ben allons-y, il n'y a plus qu'à. Un grand chantier d'innovation, là. Pareil pour la nourriture. Pour bouffer, on a besoin de quoi? Parce que la France, grand pays agricole, n'est-ce pas? Imaginez que nous pourrions manquer de nourriture, c'est fou. Ça n'arrivera pas. On a besoin de quoi? De pétrole, bon marché, pour faire tourner les machines et pour distribuer la bouffe. On ne produit que 1,5% du pétrole qu'on consomme en France. On a besoin d'intrants. Déjà, les semences. On ne les produit pas nous-mêmes, on les achète 9 fois sur 10 à des compagnies semencières qui les produisent ailleurs. On a besoin d'intrants qui demandent du gaz ou du pétrole qui est produit ailleurs. On a besoin de machines qu'on ne maîtrise plus. Il y a 30-40 ans, chaque paysan savait réparer son tracteur. Une clé à molette, un marteau, un coup de pouce du voisin et c'était fait. Non, là c'est fini ça. C'est tellement sophistiqué que si la pièce ou le morceau de code informatique ne vient pas du bon endroit au bon moment, s'il n'y a pas le bon consultant, le bon mec de la maison mère qui ne vient pas réparer, on ne sait pas réparer. On a besoin de quoi d'autre? Des aides de la PAC, sinon ce système s'effondre, sans les subventions européennes. Et puis on a besoin d'une main-d'œuvre étrangère, spécialisée, saisonnière, à bas coût, qui vient produire pour les bons Français. Et quand ils viendront plus, ces braves gens, parce que le pétrole n'est plus abondant et bon marché, comment on va faire, nous? On ne sait même pas produire une pâquerette. Une pâquerette, c'est un mauvais exemple, ça ne se bouffe pas. On ne sait même pas produire une tomate, la plupart d'entre nous. Alors comment on va faire? Vous pensez que ça n'arrivera pas? Nos vulnérabilités sont énormes. Donc, il faut travailler sur ces questions, parce que si ça, il n'y a pas de réponse, tout le reste, on va s'en foutre très vite. Quoi que vous fassiez, quelle que soit votre entreprise, ou vos clients, les projets, on va s'en foutre très vite si ça, c'est pas pris en charge. Donc, même si ce n'est pas votre spécialité, emparez-vous de ces questions ou faites en sorte que d'autres s'en emparent. Pareil pour les systèmes de transport. Mais vous voyez, il y a un souci avec les systèmes de transport. Ah, voilà, encore ça déconne. Ça s'affiche par le haut alors que je voulais que ça s'affiche par le bas. C'est pas grave. On discute souvent des nouveaux véhicules, des nouvelles motorisations. Ouais. Et on va aujourd'hui mettre de nouvelles mines de lithium en Europe. Pourquoi faire? Pour construire des batteries automobiles. C'est l'erreur à ne pas commettre. Parce que la question de la motorisation, la question de est-ce que c'est des véhicules thermiques ou électriques, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, cette question, mais elle doit venir après une réflexion sur les nouveaux systèmes de transport dont on a besoin et les nouvelles offres de services qui vont avec. Et ça, on ne le développera que quand on aura répondu à la question quels sont les nouveaux usages de mobilité que l'on veut déployer. Et ça, on ne pourra y répondre que quand on aura réévalué collectivement nos besoins en termes de mobilité. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un choix de société, c'est culturel et systémique. Donc si on ne pose pas ces questions fondamentales, si on n'ouvre pas une conversation, ça ne sert à rien. À rien. On va développer des batteries au lithium. Pourquoi faire? Pour remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Si on fait ça, on va avoir de quoi remplacer pour peut-être une génération de véhicules. Et dans 15 ans, il va falloir renouveler le truc. On ne pourra pas. On n'aura pas les réserves pour. Ça n'a pas de sens. Réveillons-nous. Posons les vraies questions. Posons par exemple la question, comment faire pour que n'importe qui, n'importe où, même au fin fond de n'importe quelle campagne, puisse vivre une vie satisfaisante, répondre à ses besoins essentiels, assurer sa sécurité, le tout durablement, sans avoir à posséder de voiture. Voilà. Si on ne trouve pas rapidement une réponse à cette question, on va avoir sur les bras des gros problèmes dans les campagnes et dans les zones périurbaines. Vous avez des filières de matériaux biosourcés et géosourcés. Il faut travailler là-dessus, il faut développer ça. Il faut dire à vos clients, s'ils sont concernés, qu'il faut aujourd'hui, plutôt que d'utiliser des matériaux ou des minerais qui sont à l'autre bout du monde, voir s'ils ne peuvent pas remplacer, substituer par des choses qui sont produites dans un rayon géographique maîtrisable. Renseignez-vous sur les low-tech si vous ne connaissez pas. Les low-tech, ce n'est pas les no-tech. Vous allez sur le Wikipédia, vous faites low-tech, vous retrouverez cette infographie, mais surtout, vous retrouverez la légende qui va avec, parce que sinon, c'est un peu... Voilà. Et vous allez voir que les low-tech, ce n'est pas juste le mec qui pédale pour faire tourner le tambour de sa machine à laver. C'est un véritable enjeu d'innovation. C'est les cahiers des charges de l'innovation qui sont profondément à revoir, avec à la fois, en intégrant dans ces enjeux, à la fois l'impérativité de durabilité, alors je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais durabilité forte. Renseignez-vous si vous ne connaissez pas sur la différence qu'il y a entre durabilité forte et durabilité faible. Aujourd'hui, quand on parle de développement durable, c'est systématiquement de la durabilité faible. Voilà, et la durabilité faible part du principe qu'il n'y a pas que les ressources sont inépuisables. Donc la durabilité faible, c'est pas durable. Donc l'enjeu de durabilité forte, l'enjeu de résilience collective, et ce n'est pas le même. Il faut faire des fois des arbitrages entre quelque chose de résilient et quelque chose d'écolo. C'est pour ça que je dis que la résilience, c'est pas une histoire d'écologiste. Des fois, un truc très écolo n'est pas résilient, des fois, un truc très résilient n'est pas écolo. Ce sont des arbitrages à trouver, et c'est des arbitrages complexes. Donc ce sont des véritables
enjeux d'innovation. Et puis une transformation culturelle. Bon, je passe. Allez vous renseigner, que c'est intéressant. Allez vous renseigner, si jamais ces choses vous intéressent, sur le Global Village Construction Set, voilà, je vous laisse prendre en note, sur la gazelle, c'est français, sur l'atelier paysan, c'est français, je ne développe pas. Allez vous renseigner. Il faut préserver le foncier agricole. Notre avenir, c'est le foncier agricole. Aujourd'hui, lorsque des gens viennent pour acheter, pour artificialiser, pour un projet à la con, ou pour des constructions d'immeubles dont on n'a pas besoin, il faut dire stop. Ah oui, mais j'ai le contrat, monsieur, donc je suis dans mon bon droit, donc c'est à moi, je fais ce que je veux. Non, pas ici, non. Bah si, je fais ce que je veux, mais non. Donc, il faut rentrer en résistance, voilà ce que ça veut dire. Chez vous, à titre personnel, à titre professionnel, je ne sais pas, mais ça c'est un exemple. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait trouver sur lesquels il va falloir rentrer en résistance. Contre le système, contre certaines règles établies, contre je suis dans mon bon droit. Ouais, non mais ton bon droit, malheureusement, mon coco, il n'est plus du tout en phase avec les limites de la planète. Donc maintenant, on arrête de déconner. Donc sur l'essentiel, il faut rentrer en résistance. Ce n'est pas un discours d'extrémiste que je vous sors. Juste, je vous dis que le système, si on ne le remet pas en question, bah, au revoir, vous pouvez partir. Ça ne marchera pas. Il faut le remettre en question. Donc il y a différentes manières de le faire. On peut essayer de le changer de l'intérieur, mais il y a des résistances à mettre en place également. Pour tout ce qui est vital, il faut se donner les moyens de l'autonomie. On raisonne au niveau territorial, mais comme je sais qu'il y a toute une partie sur les territoires, je laisserai d'autres personnes développer ça. L'échelle territoriale, c'est vraiment l'échelle clé. Au-delà, c'est une usine à gaz, on dépend encore de flux d'approvisionnement qu'on ne maîtrise pas. Et plus petit, on n'est pas à l'échelle, on est au mieux résilient jusqu'à ce que les autres arrivent. Ensuite, nous avons des pratiques agricoles agroécologiques qu'il faut développer. C'est peut-être pas votre truc, c'est peut-être pas votre champ, mais renseignez-vous sur les questions, c'est vraiment très intéressant. L'agroécologie, c'est la solution pour sauver le monde, grosso modo. Ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais il faut développer l'agroécologie, travailler avec la nature et non plus contre. Les sols vivants, les haies, remettre de l'écologie dans les systèmes agricoles. On fait l'exact contraire et on continue à faire l'exact contraire. Végétaliser les agglomérations, mais une végétalisation vivrière et inclusive. Il faut que les gens travaillent à ça. Ils vont se rencontrer sur des projets où ils vont apprendre des choses. Il y a des animations, ça peut être sympa. De temps en temps, ils font un gueuleton avec ce qu'ils ont produit par eux-mêmes. Ça ne suffit pas à nourrir la population, mais ça apprend des choses intéressantes, ça sensibilise. C'est un cheval de Troie intéressant et surtout, ça fait bosser les gens ensemble et donc créer cette confiance dont on a besoin pour devenir résilient collectivement. Il faut boucler les cycles des nutriments et notamment le cycle du phosphore. Aujourd'hui, on mange un truc qui a poussé dans le sol ou un animal qui l'a bouffé. Ensuite, on va aux toilettes et puis le phosphore, il part à la baille. Il est irrécupérable ou en tout cas une très faible partie est récupérée. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait équiper les toilettes dans toutes les villes de systèmes à séparation d'urine et récupérer les urines. Il y a à peu près 2/3 du phosphore dans les urines. Et ensuite, on sait faire pour traiter ces urines et les revaloriser comme intrants. Et ça fonctionne très bien, intrants agricoles. Ça, c'est un véritable enjeu. Il faut changer tous les systèmes d'égout de toutes les villes. On ne peut plus traiter dans le même système d'égout ce qu'on appelle les eaux vannes et les eaux grises. Les eaux vannes, c'est les eaux les déjections, et les eaux grises, c'est les eaux de lavage. Tant qu'on continuera de faire ça, c'est une catastrophe. Non seulement on vide les sols de leur phosphore, et ils sont incapables d'assurer le cycle du phosphore. Ils sont pas morts, mais ils sont très très dégradés. Et donc, on les perfuse artificiellement en amenant des engrais NPK qui ont été produits ailleurs. 70 à 80% des réserves de phosphore au niveau mondial sont dans le sud du Maroc. Ça n'a pas de sens, alors qu'on pourrait reboucler une partie de ces cycles. Il faut organiser des circuits courts locaux. Je précise locaux parce que les gens pensent que ça veut dire que circuit court, c'est forcément local, mais circuit court, c'est juste un nombre d'intermédiaires dans la chaîne. Si vous achetez directement un Sri Lankais, c'est du circuit court. Donc, circuit court locaux et économie locale, éventuellement monnaie locale. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que l'on va vers des crashs de l'économie. On va vers une grande récession et je serais surpris qu'on n'aille pas vers la pire des dépressions. Une dépression peut-être terminale, si vous voulez, pour le système tel qu'il existe, tel qu'on le connaît. Et face à ça, les petits producteurs, les moyens producteurs, ils mettront la clé sous la porte. Sauf s'il y a des réseaux organisés entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les restaurateurs, les consommateurs, etc. Et qu'il y a une autre monnaie qui fait que même si le système principal s'effondre, ça peut continuer à fonctionner. Très important pour la résilience. Et une fois de plus, même si la bouffe, je parle de bouffe surtout, mais pas que, mais même si ce n'est pas votre truc à la base, comprenez bien, je pense que vous l'avez compris, que si ça ne marche pas, tout le reste, on va vite s'en fiche.
Il faut mettre en place des redondances, je l'ai déjà dit, et des stocks, mais des stocks collectifs. Si vous dites aux gens, faites des stocks chez vous, presque personne ne le fera. Et si jamais un jour il y en a besoin, le mec qui n'en a pas fait et qui sait que son voisin en a fait et il n'aime pas son voisin, ça ne va pas forcément engendrer de la résilience collective. Donc la résilience collective, elle passe par des stocks gérés collectivement. Tout ça, ça doit se faire en solidarité, en inclusivité, non pas parce qu'Arthur Keller l'a dit, non pas parce que c'est mieux quand on est copains les uns avec les autres plutôt qu'ennemis. C'est pas ça, c'est pas pour ces raisons-là, c'est pas idéologique. Non, c'est simplement parce que, moi, en tout cas, qui ai étudié les systèmes, la résilience des systèmes, si il n'y a pas entre gens de collectivités différentes, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, s'il n'y a pas une vraie solidarité qui se met en place, qui se construit, et ça prend quelques années de la construire, le système ne peut pas être résilient, ça ne marche pas. Voilà. Dans un système, dans une dynamique où il manque de ressources pour l'essentiel, ceux qui s'en sortent dans la durée, parce qu'à court terme, c'est piège, ça peut être le contraire, à très court terme, mais ceux qui s'en sortent dans la durée, c'est ceux qui s'entraident. Toujours. Il faut enfin une régénération, une cohésion socio-écologique, donc régénération sociale, régénération écologique, cohésion sociale, cohésion écologique. Cohésion écologique, j'entends par là qu'il ne faut pas simplement être solidaire et être en interface bienveillante, on va dire, ou constructive, du moins, qu'avec les hommes, mais aussi avec la nature maintenant. La nature a besoin d'aide, il faut l'aider. Il faut arrêter de lui enfoncer la tête sous l'eau encore plus qu'elle ne l'a déjà. Il faut l'aider. Ça ne veut pas dire prendre le contrôle d'eux, mais ça veut dire lui donner le petit coup de pouce et lui foutre la paix partout où elle peut se démerder sans nous. Et une dernière chose que je veux dire aussi là-dessus, qui est que sur la cohésion sociale, je dis, ou la solidarité plutôt, je dis des fois aux gens, si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, soyez solidaires par calcul. À la rigueur. Bon, allez, je vous laisse, jette encore 2 idées puis je clôture. Et si on mettait en place une gestion partagée des communs? Les communs, ça pose la question des besoins. C'est quoi nos besoins fondamentaux? Alors, on n'a pas tous la même conception de nos besoins, mais enfin, quand même, sur une grande partie des besoins fondamentaux, on est tous pareils. Hein. Donc, sur ces besoins-là, on identifie localement, ça se joue au niveau des territoires, on identifie quelles sont les ressources dont dépend la satisfaction dans le temps, tout en anticipant sur les grandes disruptions qui viennent, notamment climatiques. Donc, c'est quoi les ressources dont dépend cette satisfaction de nos besoins élémentaires? Et ces ressources-là, elles doivent être sanctuarisées, préservées. C'est l'avenir, c'est la survie, donc ça doit être préservé. Et donc, on appelait ça des communs, et on met en place des modes de gouvernance des communs. Je vous laisse aller creuser la question si vous ne connaissez pas bien. Il y a des choses très intéressantes, notamment les travaux fameux d'Elinor Ostrom sur cette question. Et enfin, et si nous garantissions l'accès à l'essentiel pour tous? J'explique. Premier litre d'eau, premier kilowattheure d'électricité, premier mètre cube de gaz, premier méga bit de données, les transports en commun, pour tous, gratos, ou alors un euro symbolique, enfin, pas cher, quoi. Mais juste pour la base, pour survivre. Au-dessus, on paye normalement et rapidement, le prix s'envole. Donc si on consomme beaucoup, on paye pour les autres. C'est une forme de redistribution. Mais surtout, c'est pas juste, tiens, je te redonne du fric. Non. C'est on assure à tout le monde l'accès à ce qui est essentiel pour sa survie. Et je ne dis pas que si on fait ça, je ne dis pas que la question de la fin du mois s'envole. Mais on retrouve un peu de marge de manœuvre, on retrouve un peu de sérénité, on retrouve même la possibilité d'innover, d'être créatif. Les gens ont plein de créativité, mais comment voulez-vous qu'ils le soient s'ils sont pris à la gorge, s'ils n'ont pas de marge de manœuvre et qu'ils ne peuvent surtout pas se permettre de se planter? Donc là, si on fait ça, tout le monde a la base pour vivre. Renseignez-vous également sur la sécurité sociale alimentaire. Si vous ne connaissez pas, c'est très complémentaire de ça. Et l'un plus l'autre fait qu'on peut donc garantir la survie pour tout le monde. Et là, on retrouve une fois de plus des marges de manœuvre. On peut changer même des rapports de force. Et vous savez quoi? Ça change tout. Ça, c'est une mesure basculante. Ça change tout. Certains appellent ça la dotation inconditionnelle d'autonomie. Ça change tout. C'est précisément parce que ça change tout que ça n'arrivera jamais. Mais on peut l'expérimenter. On doit l'expérimenter. Au niveau territorial, ça peut et ça doit s'expérimenter. Et vous savez quoi, ces expérimentations, ça peut être mené par une collectivité,
Et certaines expérimentations peuvent tout à fait être menées par des collectifs citoyens ou par des entreprises. Ou un mélange de tout ça, mieux encore. Ou des coopératives. Ça doit s'expérimenter. Parce que sous couvert de l'expérimentation, on peut faire plein de choses. Et est-ce que je pense que lorsqu'on aura validé, j'ai besoin de 5 minutes de plus, 5 minutes pour clôturer. Je crois que c'est parce que tu n'as pas parlé assez vite. Comment ? Je n'ai pas parlé assez vite. Donc non, concrètement, si on a effectivement des expérimentations qui peuvent se mettre en place, est-ce que je pense que ça va suffire à faire basculer tout le monde ? Non. Alors je vais vous rajouter quelque chose là-dessus. Je vais parler des récits. Il faut faire connaître ce que vous faites, il faut le rendre inspirant. À chaque fois que vous faites quelque chose, chantier coopératif, vous faites venir les gens, vous êtes créatifs, vous essayez de faire en sorte que des gens s'impliquent, qui soient différents les uns des autres, qui apportent des choses différentes et qui aient une espèce de melting pot là, et d'échange. Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont changer leur vision du monde parce qu'ils auront changé leur comportement, et ce n'est pas le contraire qui se produit en général. Et lorsqu'on fait tout ça, progressivement, une petite émulation, et puis il se passe quelque chose, ça va suffire ? Non. Alors je vous dis, raconter des récits. Ouais, mais ça veut dire quoi raconter le récit ? Ça se prépare de raconter un récit. Quand vous lancez un projet, vous documentez toutes les étapes de votre projet. Et comme je dis des fois, la première réunion, vous êtes 3 dans la chambre de Jean-Michel un samedi soir au mois de novembre. Vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire comme projet. Franchement, c'est pas super sexy. Vous êtes un peu paumé. Ouais, bon, je sais pas. Pourquoi tu es là, toi ? Ça n'a aucun intérêt. Eh bien, c'est précisément parce que ça n'a aucun intérêt qu'il faut filmer cette réunion. Mais surtout pas la diffuser sur les réseaux sociaux. Vous gardez ça quelque part sur un disque dur, évidemment avec un backup, parce que le risque cyber aujourd'hui. Donc, et vous faites ça, pas à chaque fois peut-être, mais régulièrement. Et puis vous posez des questions. Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu viens sur ce projet ? C'est quoi tes attentes ? C'est quoi tes peurs ? C'est quoi les risques ? C'est quoi nos vulnérabilités ? C'est quoi nos forces ? C'est quoi nos compétences ? C'est quoi nos richesses, nos créativités, tout ça ? C'est quoi tes espoirs ? Posez ces questions. Dis donc, si demain c'était vraiment la merde, tu fais confiance dans tes voisins pour être plutôt dans l'entraide avec toi ou pas ? Et puis voilà, vous faites ça à chaque fois et vous gardez ça sérieusement sur un disque dur. Et puis au bout de 3, 4, 5 ans, ça dépend des projets, vous allez pouvoir dire, j'espère, regardez, il y a 3 ans, on était 3 chez Jean-Michel. Je dis Jean-Michel ? C'était Jean-Michel ? Je m'en souviens pas. On était 3 chez Jean-Michel un samedi soir, on regardait les 3 couillons qu'on était. Regardez ce qu'on a répondu aux questions. Regardez ce que les premiers arrivants dans le projet répondaient aux questions. Regardez 5 ans plus tard. Regardez ce que les gens répondent aux mêmes questions. Regardez, on est 25, quand on était 3, on est 25. Ouh, 500, on va savoir. Regardez le lieu comme c'était pourri, regardez ce qu'on en a fait. Et parce qu'en plus, on a travaillé avec un artiste, ou des artistes, on l'a rendu beau. Ah ben là, vous avez un super récit qui est inspirant, qui va se diffuser, et votre projet, il va faire des petits partout. Et je ne dis pas que vous allez sauver le monde, mais on dépasse votre projet. À partir de maintenant, quand vous faites un projet, ce projet, il est là pour sauver le monde. Et il faut déjà se projeter sur le fait que ce projet, on va le mettre en récit, on va le mettre en valeur d'une façon inspirante, sans faire de greenwashing, et il va se diffuser et il va sauver le monde. Et ce n'est pas juste maintenant les projets, c'est pas juste je fais du mieux que je peux avec les pouvoirs de décision qui sont les miens. C'est pas juste ça. C'est je vais au-delà. Je m'investis dans un changement culturel, dans un changement sociétal. S'il n'y a pas ça massivement, au revoir mesdames et messieurs. Le changement est culturel avant tout. Est-ce que je crois que ça va suffire ? Toujours pas. Je crois qu'une bascule arrive, qu'on va se prendre dans les dents parce qu'on n'aura pas réussi à organiser une grande bascule de la société. Par contre, je pense que si, en amont de cette grande bascule, on a fait et raconté tout ce que je viens de vous dire, et qu'on a planté la petite graine dans plein de têtes, et que les gens, ils savent que ça existe, et même s'ils n'y sont pas allés, parce qu'ils sont restés le cul dans leur canapé face à Netflix jusque-là, même s'ils n'y sont pas allés, ils savent que ça existe, c'est relativement crédible, parce qu'il y a des indicateurs qui le montrent, c'est relativement inspirant, parce qu'il y a des artistes qui ont bossé dessus, et parce qu'il y a des témoignages qui donnent envie, et le moment de la bascule, ils vont aller vers ça, peut-être, plutôt que vers le chacun pour soi. Voilà, donc, voilà comment on change le monde. Les entreprises seront sévèrement impactées, mais je ne développe pas parce que vous le savez déjà. C'est essentiellement une redite de choses que j'ai. Par contre, j'aimerais bien que ça marche. Je voulais dire que nul ne tire son épingle du jeu dans un monde qui s'effondre. Personne.
Pareil, on ne peut pas être résilient si la société n'est pas résiliente. Donc voilà. Et je voulais enfin... Ouais. Voilà, donc une entreprise, ça c'est vraiment un message que je voulais vous faire passer. Une entreprise, c'est son rôle dans la résilience. Ok, vous pouvez tenter de rendre l'entreprise soutenable et résiliente en adaptant le modèle d'affaires. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous transformez l'entreprise en agent de la résilience sociétale. C'est ça qui compte. Je termine. Vraiment. Mais pourquoi ça revient en arrière? Voilà. Ça, c'est pas grave. Ah oui, voilà, c'est long. Je suis désolé. Ah, c'est pénible. Je vous enverrai, vous aurez le slideshow. Voilà, donc à nous de construire des alternatives inspirantes, mesdames et messieurs. C'est un écosystème d'acteurs avec des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient, conceptualisent et proposent des choses, j'en fais partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, qui montrent l'exemple, qui transmettent des choses, j'essaie d'en faire partie. Les inspirateurs sont des gens qui racontent, qui diffusent, qui rendent inspirants, là aussi j'essaie d'en faire partie. Les organisateurs sont des gens qui structurent, animent, coordonnent des projets, des réseaux, des mouvements, je n'en fais pas partie. Ça demande des compétences que je n'ai pas. Et les facilitateurs sont des gens qui ont des ressources, je n'en fais pas partie pour l'instant encore non plus trop. Des gens qui financent, des gens qui patronnent, des gens qui encapacitent. Ça peut être du mécénat d'entreprise, ça peut être prêter, louer, donner un terrain, un lieu, du matériel, ouvrir l'accès à un réseau, que sais-je. Voilà ce que c'est. Moi, je vous ai dit où j'étais. À vous maintenant de savoir où vous êtes et de vous mettre avec les gens qui sont sur les autres branches de l'étoile. Quel acteur du changement êtes-vous, mesdames et messieurs? Quel acteur du changement pouvez-vous être? Et quel acteur du changement, surtout, peut-être, voulez-vous être? Nous sommes à une croisée des chemins. Et c'est le déclic ou le déclin. Merci. Vous trouverez sur votre siège